Chapitre 22 La guerre de Cent Ans, Charles V. Dès que Marcel et trois de ses principaux affidés eurent été mis à mort à la porte Saint-Antoine, au moment même où ils allaient l'ouvrir aux Anglais, Jean Maillard en fit informer le régent, alors à Charenton, en l'engageant à rentrer sans délai dans Paris. La nouvelle, aussitôt répandue dans la ville, y fut accueillie avec une joie bruyante, et les chaperons rouges qu'on portait si fastueusement la veille furent partout ôtés et cachés. Le lendemain matin, une proclamation ordonna que quiconque connaîtrait quelques-uns des sectaires de Marcel les arrêta et les conduisit au Châtelet, mais sans toucher à leurs biens et sans maltraiter leurs femmes ni leurs enfants. Plusieurs furent pris, mis à la question, amenés sur la place publique et décapités en vertu d'un jugement. C'étaient les hommes qui naguère gouvernaient la ville et décidaient de toutes choses. Quelques-uns étaient des bourgeois renommés, éloquents et savants, et l'un d'eux s'écria en arrivant sur la place « Malheur à moi, plût au ciel, ô roi de Navarre, que je ne t'eusse jamais vu ni entendu !» Le 2 août 1358, sur le soir, le dauphin Charles rentra dans Paris, accompagné de Jean Maillard, qui grandement était dans sa grâce et son amour. Sur son passage, un homme s'écria « Pardieu, sire, si j'en eusse été cru, vous ne seriez nullement entré ici. Mais après tout, on y fera peu pour vous. » Le comte de Tancarville, qui suivait le prince, tira son épée et poussa son cheval sur ce vilain. Le dauphin le retint et se contenta de dire à l'homme, en souriant « On ne vous en croira pas, beau sire. » Charles était d'un esprit calme et sagace. Il pensa, dit sa contemporaine Christine de Pisan, que si l'on eût oxy cet homme, la ville qui avait été rebelle se fût bien pu émouvoir. Rétabli dans Paris, Charles ne fut ni clément ni cruel. Il laissa aller et mit à profit la réaction populaire contre Étienne Marcel sans l'exciter, ni la prolonger outre mesure. Les biens de quelques-uns des condamnés furent confisqués. Quelques tentatives de conspiration pour venger le prévôt des marchands furent sévèrement réprimées. Jean Maillard et sa famille furent comblés de dons et de faveurs. Devenu roi, Charles voulut tenir lui-même son fils sur les fonts baptismaux, mais le plus intime complice de Marcel, l'évêque de Laon, Robert Lecoq, retourna tranquillement dans son diocèse. Deux frères de Marcel, Guillaume et Jean, protégés, dit-on, par quelques souvenirs de jeunesse du prince, furent affranchis de toute poursuite. La veuve même de Marcel retrouva une partie de ses biens et dès le 10 août 1358, Charles publia une amnistie dont il n'accepta que ceux qui avaient été du conseil secret du prévôt des marchands sur le fait de la grande trahison. Le même jour, une autre amnistie mit à couvert de toute poursuite les actes commis pendant la jacquerie, soit par les nobles, soit par les non-nobles. Charles savait que, soit dans les rigueurs, soit dans les grâces, l'impartialité convient à la force et à la considération du pouvoir. La mort d'Étienne Marcel et la ruine de son parti renversaient les complots et les espérances ambitieuses du roi de Navarre. Au premier moment, il se hâta de renouveler son alliance avec le roi d'Angleterre et de recommencer en Normandie, en Picardie, en Champagne, la guerre contre le régent de France. Mais plusieurs de ces expéditions locales ne réussirent pas. La politique modérée et patiente du régent lui ralliait les populations lasses de la guerre et de l'anarchie. Une négociation s'ouvrit entre les deux princes. Leurs agents débattaient péniblement les conditions de la paix. Charles de Navarre intervint brusquement en personne, disant « Je veux m'entretenir avec le seigneur duc régent, mon frère. » On sait qu'il avait pour femme Jeanne de France, sœur du dauphin. Ce fut là, dit le chroniqueur, une grande joie pour leurs conseillers. Les deux princes se réunirent. Le roi de Navarre s'adressa modestement et doucement au régent en ces termes. « Monseigneur, duc et frère, sachez que je vous tiens pour mon propre et spécial seigneur. Quoique j'ai fait longtemps la guerre contre vous et la France, notre patrie, je ne veux plus la continuer ni la fomenter. Je veux être désormais un bon Français. Votre fidèle ami et votre intime allié, votre défenseur contre les Anglais, qui que ce soit. Je vous prie de pardonner complètement à moi et aux miens tout ce que je vous ai fait jusqu'à présent.
Je ne veux ni les terres, ni les villes qu'on m'offre ou qu'on me promet. Si je me conduis bien et si vous me trouvez fidèle en toutes choses, vous me donnerez tout ce que mes mérites vous paraîtront justifiés. » À ces paroles, le régent se leva et remercia le roi avec douceur. Ils s'offrirent et reçurent l'un et l'autre le vin et les épices. Tous les assistants se réjouirent fort, rendant grâce à Dieu qui souffle où il veut et qui accomplit en un moment ce que les hommes, avec leur propre et seule intelligence, ne savent et ne peuvent faire en un long temps. La ville de Melun fut restituée au seigneur-duc. La navigation du fleuve redevint libre par amont et par aval. La satisfaction fut grande à Paris et dans toute la patrie, et la paix ainsi faite, les deux princes retournèrent chacun chez eux. Le roi de Navarre savait donner les airs d'une volonté libre et sincère au changement d'attitude et de conduite que lui paraissait commander la nécessité. Je pense que, tout en lui rendant bonne grâce pour bonne grâce, le dauphin le connaissait déjà trop bien pour être sa dupe, mais par leur réconciliation apparente, ils mirent fin pour quelques moments, l'un et l'autre, à une situation qui leur pesait à tous les deux. Pendant que, depuis la bataille de Poitiers jusqu'à la mort d'Étienne Marcel, du 19 septembre 1356 au 1er août 1358, ces événements se passaient en France, le roi Jean vivait prisonnier des Anglais, d'abord à Bordeaux, puis à Londres, plus préoccupé de l'accueil qu'il y recevait et des fêtes qu'il y trouvait que des affaires de son royaume. Emmené à Bordeaux après sa défaite par le prince de Galles, gouverneur de l'Aquitaine anglaise, il y avait été l'objet des soins les plus courtois, non seulement du prince, son vainqueur, mais de toute la société gasconne, dames et demoiselles, vieilles et jeunes et leurs suivantes, qui se complaisaient à le consoler en le divertissant. Il passa ainsi l'hiver de 1357 et au printemps, le prince de Galles reçut du roi Édouard III, son père, les instructions et les vaisseaux qu'il lui avait demandés pour conduire son prisonnier en Angleterre. Au mois de mai 1357, il manda, dit Froissart, tous les plus hauts barons de Gascogne et leur dit qu'il s'en voulait aller en Angleterre, où il mènerait quelques-uns d'eux, laissant les autres au pays des Bordelais et de Gascogne pour garder la terre et les frontières contre les Français. Quand les Gascons entendirent que le prince de Galles voulait emmener hors de leur puissance le roi de France, qu'il l'avait aidé à prendre, ils n'en furent nullement d'accord et dirent au prince « Cher sire, nous vous devons en tout ce que nous pouvons tout honneur, toute obéissance et loyal service, mais ce n'est pas notre intention que vous ne nous éloigniez ainsi le roi de France, au sujet duquel nous avons eu grand travail pour le mettre au point où il est, car, Dieu merci, il est en bonne et forte cité, et nous sommes forts et gens assez pour le garder contre les Français, si de puissance ils voulaient vous l'ôter. » Le prince répondit « Cher Seigneur, je vous l'accorde très bien, mais mon Seigneur mon Père le veut avoir et voir, et du bon service que vous lui avez fait, et à moi aussi, nous vous savons gré, et il vous sera grandement récompensé. » Néanmoins, ces paroles ne pouvaient apaiser les Gascons jusqu'à ce que messire Regnault de Cobham et messire Jean Chandos y trouvèrent moyen, car ils savaient les Gascons fort convoiteux. Ils dirent au prince « Seigneur, offrez-leur une somme de florins, et vous les verrez descendre à votre requête. » Le prince leur offrit 60 000 florins. Ils n'en voulurent rien faire. Finalement, on alla tant de l'un à l'autre qu'un accord se fit pour 100 000 francs que le prince dut délivrer aux barons de Gascogne à répartir entre eux. Il en fit sa dette et la dite somme leur fut payée et délivrée avant que le prince partît. Ces choses faites, le prince entra en mer avec une belle flotte grosse de gendarmes et d'archers et mit dans un vaisseau tout à part le roi de France pour être mieux à son aise. Ils furent 11 jours et 11 nuits sur mer, continue Froissart, et au 12e ils arrivèrent au havre de Sandwich où ils débarquèrent et se tinrent 2 jours pour rafraîchir eux et leurs chevaux. Au 3e jour, ils se partirent et s'en vinrent à Saint-Thomas de Cantorbéry, et quand ces nouvelles vinrent au roi d'Angleterre et à la reine que le prince leur fils était arrivé et avait amené le roi de France, ils en furent grandement réjouis et mandèrent aux bourgeois de Londres qu'ils se préparassent aussi honorablement qu'il appartenait pour recevoir tel seigneur que le roi de France. Ceux de la cité de Londres obéirent au commandement du roi et se vêtirent par compagnie très richement, tous les métiers de drap différents l'un de l'autre.
D'après le poète Héros d'armes de John Chandos, le roi Édouard III vint en personne, avec ses barons et plus de 20 comtes, au-devant du roi Jean, qui entra dans Londres, monté sur un grand blanc coursier très bien harnaché et appareillé de tout point, et le prince de Galles sur une petite haquenée noire près de lui. Logé d'abord à Londres, à l'hôtel de Savoie, le roi Jean fut transféré peu après au château de Windsor avec tous ses gens. Là, dit Froissart, voler, chasser, déduire et prendre tous ses ébattements comme il lui plaisait, et messire Philippe son fils aussi, et tout le demeurant des autres seigneurs, comtes et barons, se tenaient à Londres, mais ils allaient voir le roi quand il leur plaisait, et ils étaient reçus sur leur foi tant seulement. Le poète de Chandos ajoute « Maintes dames et maintes demoiselles, très aimables, gaies et belles, venaient là danser, chanter, et faire grandes fêtes et joutes, comme au temps du roi Arthur. » Au milieu de ces plaisirs d'Angleterre, le roi Jean s'occupait quelquefois aussi à Windsor de ses affaires de France, mais pas plus sagement ni plus heureusement qu'il n'avait coutume de le faire pendant qu'il régnait. Vers la fin d'avril 1359, le dauphin régent reçut à Paris le texte d'un traité que le roi son père avait conclu à Londres avec le roi d'Angleterre. La cession de la moitié occidentale de la France, de Calais à Bayonne, et le paiement immédiat de 4 millions d'écus d'or. Telle était, au terme de ce traité, la rançon du roi Jean. Dit M. Picot dans son travail sur l'histoire des États généraux, que l'Académie des sciences morales et politiques a couronné en 1869. Le régent résolut de soumettre à la France l'acceptation de clauses aussi exorbitantes. Il convoqua pour le 19 mai à Paris les gens d'église, les nobles et les députés des bonnes villes, mais il vint peu de députés, tant pour ce que l'on ne fit pas sitôt savoir la dite convocation, comme pour ce que les chemins étaient empêchés par des Anglais et des Navarrais, qui tenaient forteresse en toutes les parties par lesquelles l'on pouvait arriver à Paris. On fut forcé de remettre l'Assemblée de jour en jour. Enfin, le 25 mai, le régent se rendit au palais. Il s'arrêta sur le perron de marbre. Autour de lui se tenaient les 3 États et une foule nombreuse remplissait la cour. En présence de tout le peuple, Guillaume de Dormans, avocat du roi au Parlement, lut le traité de paix qui divisait le royaume en 2 parts pour en livrer une aux ennemis de la France. Cette lecture indigna le peuple. Les États répondirent que le traité n'était passable ni faisable, et dans leur patriotique enthousiasme, ils ordonnèrent à faire bonne guerre aux Anglais. Il ne suffisait pas d'épargner au royaume la honte d'un tel traité. Il fallait donner aux régents les moyens d'en conclure un meilleur. Le 2 juin, les nobles déclarèrent au dauphin qu'ils le serviraient 1 mois à leurs dépens et qu'en outre, ils paieraient les impositions qui seraient ordonnées par les bonnes villes. Les gens d'église offrirent aussi de les payer. La ville de Paris s'engagea à entretenir 600 glaives, 300 archers et 1000 brigands. Les bonnes villes offrirent 12 000 hommes, mais elles ne purent tenir leur promesse, le pays étant absolument ruiné. Quand le roi Jean apprit à Windsor que le traité dont il avait espéré sa mise en liberté avait été rejeté à Paris, il ne témoigna son mécontentement que par cette boutade d'animosité personnelle. « Ah, Charles, beau-fils, vous êtes conseiller du roi de Navarre, qui vous déçoit et en décevrait 60 tels que vous. » Édouard III, de son côté, prit aussitôt ses mesures pour recommencer la guerre. Mais avant de s'y engager, il fit transférer le roi Jean de Windsor au château de Hertford, puis à celui de Somerton, où il établit une forte garde. Sûr ainsi que son prisonnier ne lui échapperait pas, il se mit en mer et débarqua le 28 octobre 1359 à Calais, avec une armée nombreuse et bien approvisionnée, puis, traversant rapidement la France septentrionale, il ne s'arrêta que devant Reims, qu'il espérait surprendre et où il avait, dit-on, le dessein de se faire, sans délai, couronner roi de France. Mais il trouva la place si bien pourvue et la population si résolue à se bien défendre qu'il leva le siège et se porta sur Chalons, où il éprouva le même mécompte. Passant de Champagne en Bourgogne, il y commença les mêmes courses et les mêmes ravages. Mais les Bourguignons entrèrent en négociation avec lui et par un traité conclu le 10 mars 1360 et signé par la reine de France, Jeanne d'Auvergne, seconde femme du roi Jean et tutrice du jeune duc de Bourgogne Philippe de Rouvre,
ils obtinrent au prix de 200 000 moutons d'or que pendant 3 ans, Édouard et son armée ne courraient et ne brûleraient pas la Bourgogne comme ils faisaient des autres parties de la France. Telle était l'impuissance, ou plutôt l'absence de tout gouvernement national, qu'une province traitait ainsi isolément et pour son compte, sans que le régent du royaume s'en montrât surpris ou songeât à s'en plaindre. En revanche, au même moment, une autre province, la Picardie, aidée de beaucoup de Normands et de Flamands ses voisins, nobles, bourgeois et gens de pied, mettait en mer une expédition qui allait tenter de délivrer, Dieu aidant, le roi Jean, prisonnier en Angleterre, et le ramener en triomphe dans son royaume. Ainsi, dit le chroniqueur, ceux qui, délaissés de Dieu, ou par leur propre faute, ne pouvaient pas se défendre sur le sol paternel, allaient rechercher au dehors leur fortune et leur renom pour revenir chez eux couverts d'honneur et fiers du secours divin. L'expédition picarde débarqua en Angleterre le 14 mars 1360. Elle ne délivra point le roi Jean, mais elle prit, pilla et brûla pendant 2 jours la ville de Winchelsea, après quoi elle reprit la mer et rentra dans ses foyers. Là, d'errer ainsi en France avec son armée sans obtenir aucun résultat décisif et sans parvenir même à s'emparer d'aucune des bonnes villes qu'il s'était promis, dit Froissart, de tanner et de fouler tellement que de leur volonté elle s'accordasse à lui, Édouard III se décida à porter son effort sur la capitale du royaume où le dauphin se tenait renfermé. Il arriva le 7 avril 1360 près de Montrouge et ses troupes se répandirent dans les environs de Paris pour en former le blocus ou le siège. Mais il avait affaire à une ville couverte par de bons remparts, assez bien pourvue de vivres, et à un prince calme, patient, obstiné, sans illusion sur ses périls ou sur ses forces, et résolu à ne risquer aucune de ces grandes batailles dont il avait éprouvé les tristes issues. Dans sa prévoyance de l'approche des Anglais, Charles avait fait brûler les villages voisins de Paris où ils auraient pu s'établir. Il en fit autant des faubourgs de Saint-Germain, Saint-Marcel et Notre-Dame-des-Champs. Il se refusa à toutes les provocations belliqueuses d'Édouard. Quelques tentatives d'assaut de la part des chevaliers anglais, quelques sorties des chevaliers français impatients de leur inaction n'eurent aucune suite. Au bout de 8 jours, Édouard, dont l'armée ne trouvait plus rien à manger, s'éloigna de Paris par la route de Chartres, annonçant le dessein d'entrer au bon pays de Beauce, où il se rafraîchirait tout l'été, et d'où il reviendrait, après les vendanges, remettre le siège devant Paris, pendant que ses lieutenants ravageraient toutes les provinces voisines. Comme il approchait de Chartres, il éclata sur son armée, dit Froissart, une tempête, un orage, une éclipse, un vent, une grêle, un effondrement si grand, si merveilleux, si horrible, qu'il semblait que le ciel fût tout en branle et que la terre s'ouvrît pour tout engloutir. Les pierres tombaient si épaisses et si grosses qu'elles tuaient hommes et chevaux, et nul n'était si hardi qu'ils ne fussent tous ébahis. Il y eut lors dans l'armée quelques hommes sages qui dirent que c'était une verge de Dieu, envoyée pour l'exemple, et que Dieu montrait par signe qu'il voulait qu'on fît la paix. Édouard avait auprès de lui quelques prudents amis qui joignirent leurs conseils à ceux de la tempête. Le duc de Lancaster, son cousin, lui disait « Monseigneur, cette guerre que vous tenez au royaume de France est très merveilleuse et trop coûteuse pour vous. Vos gens y gagnent et vous y perdez vainement le temps. Vous y userez votre vie et c'est fort douteux que vous en veniez à votre intention. Prenez les offres qu'on vous présente pendant que vous pouvez en sortir à votre honneur, car, monseigneur, nous pouvons plus perdre en un jour que nous n'avons conquis en 20 ans. » Le régent de France, de son côté, faisait indirectement des ouvertures de paix. L'abbé de Cluny et le général des Dominicains, légat du pape Innocent VI, les appuyaient chaudement. La négociation s'ouvrit au hameau de Brétigny, près de Chartres. Le roi d'Angleterre fut dur à entamer, dit Froissart. Il céda un peu pourtant, et le 8 mai 1360 fut conclu le traité de Brétigny, paix douloureuse mais devenue nécessaire. L'Aquitaine cessa d'être un fief français et fut érigée au profit du roi d'Angleterre en souveraineté indépendante, avec les provinces annexes de Poitou, Saintonge, Aunis, Agénois, Périgord, Limousin, Quercy, Bigorre, Angoumois et Rouergue. Le roi d'Angleterre, de son côté,
abandonna complètement au roi de France la Normandie, le Maine et la partie de la Touraine et de l'Anjou située au nord de la Loire. Il s'engagea en outre à renoncer solennellement à toute prétention sur la couronne de France dès que le roi Jean aurait renoncé à tout droit de suzeraineté sur l'Aquitaine. La rançon du roi Jean fut fixée à 3 millions d'écus d'or, payables en 6 ans, et Jean Galéas Visconti, duc de Milan, en paya le premier terme, 600 000 florins, prix de son mariage avec Isabelle de France, fille du roi Jean. Quelque dures que fussent ces conditions, la paix fut, à Paris et dans la France septentrionale, accueillie avec joie. Les cloches des églises de campagne, comme celle de Notre-Dame de Paris, les chants et les danses populaires, la liberté de circulation et de séjour assurée aux Anglais en tout lieu, sans que personne les inquiétât ou les insultât, attestèrent la satisfaction publique. Mais quelques-unes des provinces cédées au roi d'Angleterre eurent grand-peine à s'y résigner. En Poitou et dans tout le pays de Saintonge, dit Froissart, le déplaisir des barons, des chevaliers et des bonnes villes fut grand quand il leur fallut être anglais. La ville de La Rochelle, spécialement, ne s'y voulait accorder. On se pourrait émerveiller des douces et piteuses paroles qu'ils écrivaient et réécrivaient au roi de France, le suppliant pour Dieu qu'il ne les voulût éloigner de son domaine, ni mettre en mains étrangères, et qu'ils aimaient mieux être taillés tous les ans de la moitié de leurs revenus que de passer aux mains des Anglais. Et quand ils virent que ni excuses, ni remontrances, ni prières ne valaient rien, ils obéirent, mais les plus notables de la ville dirent « Nous avouerons les Anglais des lèvres, mais le cœur ne s'y portera jamais ». Ainsi commençait à naître et à s'animer, au sein de la guerre, et par ses désastres même, le patriotisme national jusque-là si étranger à la France féodale et si nécessaire à son progrès vers l'unité, condition pour elle de la force, de la sûreté et de la grandeur dans l'état du monde européen depuis l'établissement des Francs dans la Gaule. Le traité de Brétigny conclu, le roi d'Angleterre retourna le 18 mai 1360 à Londres et le 8 juillet suivant, le roi Jean, mis en liberté, fut ramené par le prince de Galles à Calais, où Édouard vint le retrouver. Les deux rois se traitèrent là mutuellement avec une grande courtoisie. Le roi d'Angleterre, dit Froissart, donna au roi de France, au château de Calais, un souper magnifique, où ses enfants, le duc de Lancaster et les plus grands barons d'Angleterre, servirent à table tête nue. Pendant ce temps, le prince régent de France arrivait à Amiens et y recevait de son beau-frère, Galéas Visconti, duc de Milan, la somme nécessaire pour le premier paiement de la rançon du roi son père. Ce paiement acquitté, les deux rois confirmèrent solennellement, à Calais, le traité de Brétigny. Deux des fils du roi Jean, le duc d'Anjou et le duc de Berry, avec plusieurs autres personnages considérables, princes du sang, barons et bourgeois des principales bonnes villes, furent donnés en otage au roi d'Angleterre pour la garantie de l'exécution du traité. Édouard III négocia entre le roi de France et le roi de Navarre, Charles le Mauvais, une réconciliation toujours précaire. L'œuvre de la pacification ainsi accomplie, le roi Jean partit à pied pour Boulogne, où le dauphin son fils l'attendait, et où le prince de Galles, avec ses deux frères, vint aussi à pied le rejoindre. Tous ces princes passèrent ensemble 2 jours à Boulogne, en cérémonies religieuses et en fêtes joyeuses. Après quoi, le roi d'Angleterre retourna à Calais et le roi Jean se mit en route pour Paris. Il y rentra le 13 décembre 1360 et il y fut accueilli, dit Froissart, par toute manière de gens, car il y était fort désiré. On lui fit de riches présents, les prélats et les barons de son royaume le vinrent visiter, ils le festoyaient, conjouissaient comme il convenait, et le roi les recevait doucement et bellement, car bien savait le faire. C'était là tout ce qu'il savait faire, le roi Jean. Remonté sur son trône, les conseils de son fils aîné, naguère régent, lui firent prendre quelques mesures d'administration sages et salutaires. Toute altération de la monnaie cessa. Les Juifs furent appelés pour 20 ans et quelques garanties furent accordées à leur industrie et à leur fortune. Un édit renouvela l'interdiction des guerres privées. Mais dans ses actes personnels, dans son attitude et ses pratiques royales, la légèreté, la frivolité, l'imprévoyance, l'inconséquence du roi Jean demeurèrent les mêmes. Il se promena dans son royaume, surtout dans la France méridionale, cherchant partout des occasions de fêtes et de dépenses plutôt que d'observation et de réforme de l'état du pays.
Dans la visite qu'en 1362 il fit à Avignon, au nouveau pape Urbain V, il essaya de se remarier avec la reine Jeanne de Naples, veuve déjà de 2 maris, et n'y réussissant pas, il fut sur le point de s'engager dans une nouvelle croisade contre les Turcs. Ce fut au retour de ce voyage qu'il commit la faute la plus grave de son règne, une faute qui devait attirer sur la France et la royauté française encore plus de maux et de désastres que ceux qu'avait rendu nécessaire le traité de Brétigny. En 1362, le jeune duc de Bourgogne, Philippe de Rouvre, le dernier de la première maison des ducs de Bourgogne, descendant du roi Robert, mourut sans enfant, laissant plusieurs prétendants à son riche héritage. Le roi Jean était, selon le langage des généalogistes, le plus prochain du sang et en même temps le plus puissant. Il prit sur-le-champ possession du duché, vint le 23 décembre 1362 à Dijon, jura sur l'autel de Sainte-Bénigne qu'il maintiendrait les privilèges de la ville et de la province, et 9 mois après, le 6 septembre 1363, il disposa du duché de Bourgogne en ces termes. Rappelant encore à notre mémoire les services excellents et dignes de louange de notre très cher Philippe, le 4e de mes fils, qui s'exposa de plein gré à la mort avec nous, et tout blessé qu'il était, resta inébranlable et sans peur à la bataille de Poitiers, nous lui concédons et donnons le duché et pairie de Bourgogne, avec tout ce que nous pouvons y avoir de droit, possession et propriété. Pour laquelle donation, notre dit fils nous a fait hommage comme duc et premier pair de France. Ainsi fut fondée la seconde maison des ducs de Bourgogne, qui devait pendant plus d'un siècle jouer un si grand et souvent funeste rôle dans les destinées de la France. Pendant qu'il préparait ainsi à sa patrie et à sa race un sombre avenir, le roi Jean apprit que le second de ses fils, le duc d'Anjou, l'un des otages laissés entre les mains du roi d'Angleterre comme garant de l'exécution du traité de Brétigny, s'était, contre sa parole, évadé d'Angleterre pour aller rejoindre sa femme au château de Guise. La loyauté chevaleresque était la vertu du roi Jean. Ce fut, dit-on, à cette occasion qu'il s'écria, en blâmant sévèrement son fils, que si la bonne foi était bannie du monde, elle devrait trouver un asile dans le cœur des rois. Il annonça à ses conseillers réunis à Amiens son dessein d'aller lui-même en Angleterre. On fit effort pour l'en détourner. Plusieurs prélats et barons de France lui disaient qu'il entreprenait grande folie quand il se voulait encore mettre en danger du roi d'Angleterre. Il répondait qu'il avait trouvé au roi d'Angleterre son frère, en la reine et en ses neveux, leurs enfants, tant de loyauté, d'honneur et de courtoisie qu'il ne doutait nullement qu'ils ne lui fussent courtois, loyaux et aimables en tout cas. Et aussi il voulait excuser son fils, le duc d'Anjou, qui était retourné en France. Selon le plus intelligent des chroniqueurs du temps, le continuateur de Guillaume de Nangis, quelques personnes disaient que le roi voulait aller en Angleterre pour s'amuser. J'incline à croire qu'elles avaient raison. Les amusements royaux et chevaleresques étaient la préoccupation favorite du roi Jean. Il trouva cette fois en Angleterre autre chose encore que des fêtes. Il y tomba bientôt gravement malade, ce qui grandement déplaisait au roi d'Angleterre et à la reine, car les plus sages du pays le jugeaient en grand péril. Il mourut, en effet, le 8 avril 1364 dans l'hôtel de Savoie, à Londres, dont le roi d'Angleterre, la reine, leurs enfants et plusieurs barons anglais furent très courroucés, dit Froissart, pour l'honneur, le grand amour que le roi de France, depuis la paix faite, leur avait montré. La France allait avoir enfin, dans Charles V, un roi sérieux et efficace. Malgré la prudence qu'il avait déployée pendant ses 4 ans de régence, de 1356 à 1360, son règne s'ouvrait sous les plus tristes auspices. En 1363, une des maladies contagieuses, tout appelée alors la peste, ravagea cruellement la France. Personne, dit le chroniqueur contemporain, ne pourrait compter le nombre des morts dans Paris, enfants ou hommes, pauvres ou riches. Quand la mort entrait dans une maison, les petits-enfants mouraient les premiers, puis les domestiques, puis les parents. Dans les moindres villages, aussi bien qu'à Paris, la mortalité était telle qu'à Argenteuil, par exemple, où l'on comptait 700 feux, il n'en resta plus que 40 ou 50.
Les ravages des voleurs ou des bandits armés qui couraient le pays s'ajoutèrent à ceux de la peste. Je n'en citerai qu'un exemple. En Beauce, du côté d'Orléans et de Chartres, des brigands et des rôdeurs ennemis, en vêtements de marchands de porc ou de conducteurs de vaches, vinrent au petit château de Mur, près de Corbeil, et trouvant en dehors de la porte le maître du lieu, qui était chevalier, ils lui demandèrent de leur faire rendre leur porc que la veille, disait-il, ses domestiques leur avaient enlevé, ce qui était faux. Le maître leur permit d'entrer pour qu'ils pussent reconnaître leur porc et les emmener. Dès qu'ils eurent passé le pont-levis, ils se saisirent du maître, jetèrent bas leurs faux vêtements, tirèrent leurs armes et sonnèrent de la cornemuse. Aussitôt apparurent leurs compagnons cachés dans les bois voisins. Ils s'emparèrent du château, du maître, de la maîtresse, de tout leur gens, et s'y établissant, ils coururent de là dans tout le pays, pillant partout et remplissant le château des vivres qu'ils enlevaient. Au bruit de cette capture frauduleuse, beaucoup d'hommes d'armes des environs accoururent pour expulser les voleurs et reprendre sur eux le château. N'ayant pas réussi dans leur assaut, ils se replièrent sur Corbeil et se mirent alors eux-mêmes à ravager le pays, enlevant dans les métairies les vivres et le vin sans en rien payer, et les emportant à Corbeil pour leur propre usage. Ils devinrent bientôt aussi redoutés et aussi odieux que les brigands. Tous les habitants des villages voisins, abandonnant leurs demeures et leurs travaux, se réfugièrent avec leurs enfants et ce qu'ils purent emporter dans Paris, seul lieu où ils trouvassent un peu de sûreté. Ainsi, toute force régulière, toute protection un peu efficace manquait à la population. Les défenseurs momentanés de l'ordre passaient eux-mêmes et avec empressement au désordre quand ils ne réussissaient pas à le réprimer. Les hommes d'armes pillaient volontiers à leur tour les châteaux et les campagnes dont ils étaient chargés de chasser les pillards. J'ajouterai un exemple encore plus frappant de l'absence de tout pouvoir public à cette époque et de la nécessité où se trouvait presque partout la population de se défendre elle-même pour échapper un peu aux maux de la guerre et de l'anarchie. J'ai dit naguère pourquoi et comment, après la mort de Marcel et la ruine de son parti, le roi de Navarre, Charles le Mauvais, se décida brusquement à faire sa paix avec le régent de France. Cette paix déplut fort aux Anglais, alliés du roi de Navarre, et ils continuèrent de guerroyer, ravageant çà et là le pays, tantôt vainqueurs, tantôt vaincus, dans des rencontres multipliées et décousues. Je raconterai, dit le continuateur de Guillaume de Nangis, un de ces incidents tel qu'il s'est passé dans mon voisinage et que j'en ai été véridiquement informé. La lutte y fut soutenue vaillamment par des paysans, Jacques Bonhomme, comme on les appelle. Il y a un lieu assez bien fortifié dans une petite ville nommée Longueuil, non loin de Compiègne, diocèse de Beauvais et près des bords de l'Oise. Ce lieu touche au monastère de Saint-Corneille de Compiègne. Les habitants reconnurent qu'il y aurait péril si l'ennemi occupait ce point. Et après avoir obtenu l'autorisation du seigneur régent de France et de l'abbé du monastère, ils s'y établirent, se pourvurent d'armes et de vivres et nommèrent un capitaine pris parmi eux, promettant au régent qu'il défendrait ce lieu jusqu'à la mort. Beaucoup de villageois des environs vinrent s'y mettre en sûreté et ils choisirent pour capitaine un grand et bel homme nommé Guillaume aux Alouettes. Il avait pour domestique et tenait comme par un frein un certain paysan d'une haute taille, d'une merveilleuse force de corps, d'une audace égale et qui joignait à ses mérites une extrême modestie. On l'appelait le Grand Ferré. Ces gens s'établirent sur ce point au nombre d'environ 200 hommes, tous laboureurs et soutenant leur pauvre vie par le travail de leurs mains. Les Anglais, campés à Creil, entendant dire que ces gens étaient là et décidés à résister, les prirent en mépris et vinrent vers eux, disant « Chassons de là ces paysans et emparons-nous de ce point bien fortifié et bien pourvu. » Ils y vinrent au nombre de 200. Les gens du dedans ne s'en doutaient pas et avaient laissé leurs portes ouvertes. Les Anglais entrèrent hardiment dans la place, tandis que les paysans étaient dans les cours intérieures et aux fenêtres, stupéfaits de voir pénétrer des hommes si bien armés. Le capitaine Guillaume aux Alouettes descendit aussitôt avec quelques-uns des siens et engagea bravement le combat. Mais il eut du dessous, fut entouré par les Anglais et frappé lui-même d'un coup mortel. À cette vue, ceux de ces gens qui étaient encore dans les cours, le Grand Ferré en tête, se dirent « Descendons et vendons chèrement notre vie, autrement ils nous tueront sans miséricorde. »
Se rassemblant prudemment, ils descendirent par diverses portes et frappèrent à grands coups sur les Anglais comme s'ils avaient battu leur blé dans l'air. Leurs bras s'élevaient, s'abattaient, et chaque coup faisait une blessure mortelle. Le grand Ferré, voyant son capitaine abattu, et déjà presque mort, gémit amèrement et, s'avançant sur les Anglais, il les dépassait tous comme ses propres hommes des épaules et de la tête. Élevant sa hache, il frappait des coups mortels, si bien que devant lui la place fut bientôt vide. Il jetait à terre tous ceux qui l'atteignaient. À l'un il cassait la tête, à l'autre il abattait le bras. Il se conduisait si vaillamment qu'en 1 heure, il en tua de sa main 18, sans compter les blessés. À cette vue, ses compagnons furent pleins d'ardeur. Qu'en dirais-je de plus ? Toute cette troupe d'Anglais fut contrainte de tourner le dos et de s'enfuir. Les uns sautaient dans les fossés pleins d'eau, les autres tâchaient en chancelant de regagner les portes. Le grand Ferré s'avançant vers le lieu où les Anglais avaient planté leur drapeau, le prit, en tua le porteur et dit à l'un des siens d'aller le jeter dans un fossé où le mur n'était pas encore terminé. « Je ne puis pas le faire, dit l'autre, tant il y a encore d'Anglais de ce côté. Suis-moi avec le drapeau, lui dit le grand Ferré. Et, marchant devant lui, en frappant avec sa hache à droite et à gauche, il ouvrit et dégagea le chemin jusqu'au point indiqué, si bien que son compagnon put librement jeter le drapeau dans le fossé. Après s'être un moment reposé, il revint au combat et tomba si rudement sur les Anglais qui restaient que tous ceux qui pouvaient fuir se hâtèrent d'en profiter. On dit que ce jour-là, avec l'aide de Dieu et de Grand Ferré, qui de sa main, à ce qu'on assure, en abattit plus de 40, la plupart des Anglais qui étaient venus à cette affaire n'en revinrent pas. Mais le capitaine des nôtres, Guillaume aux Alouettes, y fut frappé à mort. Il n'était pas encore mort quand le combat fini, on le transporta sur son lit. Il reconnut tous ceux de ses compagnons qui étaient là, et succomba peu après à ses blessures. Ils l'ensevelirent en pleurant, car il était sage et bon. À la nouvelle de ce qui s'était passé à Longueuil, les Anglais se désolèrent fort, disant que c'était une honte que tant et de si braves guerriers eussent été tués par de tels rustres. Le lendemain, ils se rassemblèrent de tous leurs camps voisins et vinrent attaquer vigoureusement à Longueuil nos gens qui ne les craignaient plus guère et qui sortirent de leurs murs pour les combattre. Au premier rang était le grand Ferré, dont les Anglais avaient tant entendu parler. Quand ils le virent, et quand ils sentirent le poids de sa hache et de son bras, beaucoup de ceux qui étaient venus à ce combat auraient bien voulu ne pas y être. Beaucoup s'enfuirent ou furent grièvement blessés ou tués. Quelques-uns des nobles Anglais furent pris. Si les nôtres avaient voulu les rendre pour de l'argent, comme font les nobles, ils en auraient eu beaucoup d'argent. Mais ils ne voulurent pas. Le combat terminé, le grand Ferré, accablé de chaleur et de fatigue, but une grande quantité d'eau froide et fut aussitôt saisi de fièvre. Il se mit au lit, sans se séparer de sa hache, qui était si pesante qu'à peine un homme de force ordinaire pouvait la soulever de terre à 2 mains. Apprenant que le grand Ferré était malade, les Anglais se réjouirent fort, et de peur qu'il ne se guérît, ils envoyèrent secrètement autour du lieu où il logeait 12 de leurs hommes chargés de tâcher de les en délivrer. En les apercevant de loin, sa femme accourut auprès de son lit où il était couché, lui disant « Mon cher Ferré, les Anglais approchent, et je crois bien que c'est toi qu'ils cherchent. Que feras-tu » Oubliant son mal, Grand Ferré s'arma en toute hâte, prit sa hache qui avait déjà frappé à mort tant d'ennemis, sortit de sa maison, et entrant dans sa petite cour, il cria aux Anglais dès qu'il les vit « Ah, brigands, vous venez me prendre dans mon lit, vous ne m'aurez pas !» Il se mit contre un mur pour être en sûreté par derrière et se défendit virilement avec sa bonne hache et son grand cœur. Les Anglais l'assaillirent, ardents à le tuer ou à le prendre, mais il leur résista si admirablement qu'il en coucha 5 par terre, très blessés, et que les 7 autres prirent la fuite. Grand Ferré, revenu triomphant dans son lit et réchauffé par les coups qu'il avait donnés, but encore abondamment de l'eau froide et retomba dans une fièvre plus violente. Peu de jours après, succombant à son mal, après avoir reçu les saints sacrements, Grand Ferré sortit de ce monde et fut enseveli dans le cimetière de son village. Tous ses compagnons et sa patrie le pleurèrent amèrement, car tant qu'il aurait vécu, les Anglais n'auraient pas approché de ce lieu. Il y a probablement quelque exagération dans les exploits de Grand Ferré et dans le nombre de ses victimes. Le récit que je viens de reproduire n'est pourtant pas une légende. Authentique et simple,
Il a tous les caractères d'un fait réel et vrai, tel que l'a vu et recueilli le narrateur contemporain. C'est une image fidèle de l'état intérieur de la nation française au XIVe siècle, nation en travail de formation, dont les éléments épars et incohérents sous un même nom, fermentés chacun de son côté et pour son compte, tendant à se rapprocher dans une puissante unité, mais bien loin encore d'y réussir. À l'extérieur, la mission du roi Charles V n'était guère plus facile. Il n'avait avec son grand rival, le roi d'Angleterre Édouard III, qu'une paix fatale et odieuse à la France. Sortir un jour du traité de Brétigny et reprendre quelques-unes des provinces qu'on y avait perdues, c'était là le désir et le travail secret du roi et du pays. En attendant une occasion favorable de servir cet intérêt supérieur, la guerre continuait en Bretagne entre Jean de Montfort et Charles de Blois, toujours encouragés et protégés sous main, l'un par le roi d'Angleterre, l'autre par le roi de France. Presque aussitôt après l'avènement de Charles V, elle recommença entre lui et son beau-frère, le roi de Navarre, Charles le Mauvais, l'un profondément méfiant, l'autre effrontément perfide, tous deux se détestant et épiant le moment de prendre avantage l'un sur l'autre. Les États voisins de la France, entre autres l'Espagne et l'Italie, étaient en proie à des discordes et même à des guerres civiles qui ne pouvaient manquer d'être pour la France une source de troubles ou de graves embarras. En Espagne, les deux frères, Pierre le Cruel et Henri de Transtamare, se disputaient le trône de Castille. Peu après l'avènement de Charles V, et malgré ses vives remontrances, en 1367, le pape Urbain V quittait Avignon pour retourner à Rome, d'où il ne devait revenir 3 ans après à Avignon que pour y mourir. L'empereur d'Allemagne était presque à cette époque le seul des grands souverains de l'Europe qui porta à la France et à ses rois une bienveillance sincère. Lorsqu'en 1378 il vint à Paris faire une visite à Charles V, il voulut aller voir à Saint-Denis les tombeaux de Charles le Bel et de Philippe de Valois. « Dans mon jeune âge, dit-il à l'abbé, j'ai été nourri aux autels de ces bons rois qui m'ont fait beaucoup de bien. Je vous requiers affectueusement de bien prier Dieu pour eux. » Charles V, qu'il avait reçu très amicalement, était, je pense, compris dans sa pieuse recommandation. Pour lutter contre ces difficultés intérieures et extérieures, les instruments qu'avait à sa disposition Charles V étaient de médiocre valeur. Il avait 3 frères et 3 sœurs plus propres à l'embarrasser, quelquefois même à lui nuire qu'à le servir. Le premier de ses frères, Louis, duc d'Anjou, était remuant, dur, belliqueux. Il exerçait assez activement l'autorité en Languedoc dont Charles l'avait fait gouverneur, mais en la faisant détester, et il était plus préoccupé de ses propres vues ambitieuses sur le royaume de Naples, que lui avait transmis par adoption la reine Jeanne de Hongrie, que des intérêts de la France et de son roi. Le second frère de Charles V, Jean, duc de Berry, était un prince insignifiant qui n'a laissé grande trace dans l'histoire. Le troisième, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, après avoir été le favori du roi Jean, son père, fut aussi celui de son frère Charles V, qui n'hésita pas à agrandir encore ce vassal déjà si grand, en lui faisant obtenir en mariage la princesse Marguerite, héritière du comté de Flandre. Et ce mariage, qui devait rendre plus tard les ducs de Bourgogne des voisins si redoutables pour les rois de France, fut déjà du vivant de Charles V, pour la France et pour la Bourgogne, une source de déplaisantes complications. Des 3 sœurs du roi Charles, la première, Jeanne, était mariée au roi de Navarre, Charles le Mauvais, et beaucoup plus dévouée à son mari qu'à son frère. La seconde, Marie, épousa Robert, duc de Bar, qui donna au roi de France, son beau-frère, plus d'ennuis qu'il ne lui rendit de service. Et la troisième, Isabelle, femme de Galéas Visconti, duc de Milan, ne fut utile à son frère qu'en contribuant, comme on l'a vu, à faire payer par son mari une part de la rançon du roi Jean. Bienveillant et judicieux dans le sein de sa famille, Charles V savait empêcher qu'il ne lui vînt de là des conflits ou des embarras sérieux, mais il n'y trouvait ni une force efficace, ni un surappui. Ses conseillers civils, son chancelier Guillaume de Dormant, cardinal évêque de Beauvais, son ministre des Finances, Jean de Lagrange, cardinal évêque d'Amiens, son trésorier, Philippe de Savoisy, son chambellan et secrétaire intime, Bureau de la Rivière, étaient à coup sûr des hommes capables et zélés pour son service, car il les avait choisis et il les maintint constamment à leur poste.
Il y a lieu de croire qu'ils s'y conduisirent sagement, car on ne vit pas éclater contre eux après la mort de leur maître ces haines violentes et acharnées de la cour ou du peuple qui ont si souvent ensanglanté notre histoire. Bureau de la Rivière fut attaqué et poursuivi, mais sans devenir une des victimes du pouvoir judiciaire aux ordres des passions politiques. Aucun des conseillers de Charles V n'exerçait sur son maître cette influence prépondérante et avérée qui fait les premiers ministres. Charles dirigeait lui-même son gouvernement avec une vigilance infatigable, mais sans hâte et sans bruit. J'ai sous les yeux la première partie d'un travail encore inédit de mon savant confrère à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, M. Léopold de Lisle, qui contient le catalogue complet et explicatif de tous les mandements et actes divers de Charles V. Ce catalogue, qui fait pendant à un travail semblable accompli par M. de Lisle pour le règne de Philippe Auguste, n'est pas encore terminé. Et pour les 7 premières années seulement du règne de Charles V, de 1364 à 1371, j'y trouve énumérés et décrits 854 mandements et ordonnances et actes divers de Charles V, relatifs aux diverses branches de l'administration et aux incidents journaliers du gouvernement. Actes tous empreints d'un caractère d'intelligence active, prévoyante, attentive à tout connaître et à tout régler, non pas systématiquement, mais sciemment et justement. Charles se montrait toujours réfléchi, point pressé, et uniquement préoccupé de se conduire selon l'intérêt public et le bon sens. Il était un jour à table dans sa chambre avec quelques-uns de ses familiers. La nouvelle lui arriva que les Anglais avaient assiégé en Guyenne une place où il n'y avait qu'une petite garnison hors d'état de résister si elle n'était promptement secourue. Le roi, dit Christine de Pisan, n'en fit pas grand semblant, et tout racisément, comme s'il parlait d'autre chose, il se tourne, regarde, voit un de ses secrétaires, courtoisement le fait appeler et lui commande tout bas d'écrire à Louis de Sancerre, son maréchal, qu'il vint bientôt vers lui. Ceux qui étaient là s'émerveillaient de ce que la chose était assez pesante et que le roi n'en tint grand compte. Quelques jeunes écuyers qui le servaient à table s'enhardirent à lui dire « Sire, donnez-nous de l'argent pour nous habiller. Plusieurs que nous sommes de votre hôtel pour aller en cette besogne. Nous serons nouveaux chevaliers et irons lever le siège. » Le roi commença à sourire et dit « Ce sont nouveaux chevaliers qui y conviennent. Il y faudra tous vieux. » Voyant qu'il n'en disait autre chose, quelques-uns ajoutèrent « Qu'ordonnez-vous, sire, de cette affaire qui est hâtive ?»« Ce n'est pas à nativité qu'on ordonne bien. Quand nous verrons ceux à qui il convient de parler, nous en ordonnerons. » Dans une autre circonstance, le trésorier de Nîmes étant mort, le roi lui donna un successeur. Son frère, le duc d'Anjou, vint lui demander la place pour l'un de ses familiers, disant que celui à qui le roi l'avait accordé était un homme de rien et sans crédit. Charles fit prendre des informations et dit ensuite au duc « Vraiment, beau-frère, celui dont vous me parlez est un homme riche, mais de petit sens et de mauvaise conduite. »« Certes, dit le duc d'Anjou, celui à qui vous avez donné l'office est un homme de rien et incapable de le remplir. »« Pourquoi donc, dit le roi ? »« Parce que c'est un pauvre homme, né de petites gens de labour qui fouillent encore la terre en notre pays. »« Ah, dit Charles, n'y a-t-il autre chose ? Certes, beau-frère, faut bien plus priser le pauvre sage prud'homme que le sot désordonné. » Et il maintint dans son office celui qu'il y avait placé. Le gouvernement de Charles V était le gouvernement personnel d'un roi intelligent, prudent, honnête, préoccupé des intérêts de l'État, au-dedans et au-dehors, en même temps que de ses propres intérêts, portant peu de goût et peu de confiance au libre concours du pays dans ses affaires, mais sachant se résigner à l'appeler quand la nécessité en devenait pressante, et l'acceptant alors sans chicane ni fourberie, sauf à retourner le plus tôt possible à ce pouvoir unique, mêlé d'égoïsme et de patriotisme, qu'est la très insuffisante et très précaire ressource des peuples, encore incapables d'appliquer leur liberté à l'art de leur propre gouvernement. Charles V eut recours 3 fois, en juillet 1367, en mai et en décembre 1369, à la convocation des États généraux pour être mis en mesure de suffire aux nécessités politiques et financières de la France. Dans la seconde de ces assemblées, lorsque le chancelier Guillaume de Normand eut fait l'exposé de la situation du royaume,
le roi lui-même se leva pour dire à tous que, s'il voyait qu'il eût fait quelque chose qu'il ne dut pas faire, qu'il le disse, et il corrigerait ce qu'il avait fait, car il était encore temps de réparer s'il avait fait trop ou pas assez. Il s'agissait alors d'accueillir l'appel des barons de l'Aquitaine au roi de France, comme suzerain du prince de Galles, dont le gouvernement leur était devenu insupportable, et de faire ainsi un premier pas hors de l'humiliante paix de Brétigny. Une telle démarche et de telles paroles font grand honneur à la mémoire du prince pacifique qui portait alors le poids du gouvernement de la France. Ce fut la bonne fortune de Charles V de trouver parmi ses serviteurs un homme qui devait être la force guerrière et la gloire chevaleresque de son règne. Vers 1314, 50 ans après l'avènement de Charles au trône, naissait au château de la Motte-Brune, près de Rennes, dans une famille qui comptait 2 de ses ancêtres parmi les compagnons de Godefroy de Bouillon à la première croisade, Bertrand du Guesclin. L'enfant le plus laid qu'il y eut de Rennes à Dinan, dit une chronique contemporaine, camus et noir, de taille épaisse, les épaules larges, la tête énorme, mauvais garçon, malotru au dire de sa mère elle-même, violent, toujours battant ou battu, et que son précepteur quitta sans avoir pu lui apprendre à lire. À 16 ans, il s'échappa de la maison paternelle. À la arène, courut toutes sortes d'aventures, querelles, défis, tournois, où il se signala par sa force, sa vaillance et aussi sa loyauté. Il s'engagea dans la cause de Charles de Blois contre Jean de Montfort, tous deux prétendants au duché de Bretagne, et au bout de 30 ans, ni le bien de lui, ni sa prouesse n'étaient encore grandement renommés, dit Froissart, si ce n'est entre les chevaliers qui le hantaient au pays de Bretagne. Mais Charles V, alors régent, l'avait remarqué en 1359 au siège de Melun, où du Guesclin avait pour la première fois porté les armes au service de la France. Lorsqu'en 1364 Charles devint roi, il dit à Boucicaut, maréchal de France, « Boucicaut, partez d'ici avec ce que vous avez de gens et chevauchez vers la Normandie. Vous y trouverez messire Bertrand du Guesclin. Tenez-vous prêts, je vous prie, vous et lui, pour reprendre sur le roi de Navarre la ville de Mantes, par quoi nous soyons seigneurs de la rivière de Seine. » « Bien volontiers, sire, répondit Boucicaut. Et peu de semaines après, le 7 avril 1364, Boucicaut entrait par ruse dans Mantes avec sa troupe. Du Guesclin survenait brusquement avec la sienne, s'élançait au grand galop dans la ville en criant « Saint-Yves, Guesclin, à mort tous les Navarois !» Les deux guerriers en firent autant le lendemain aux portes de Meulan, à 3 lieues de Mantes. Ainsi furent prises les 2 villes dont le roi Charles V fut très joyeux quand il en sut les nouvelles, et le roi de Navarre très courroucé, car il tint à grand dommage la perte de Mantes et de Meulan, qui lui était une trop belle entrée en France. Ce fut à Reims, pendant la cérémonie de son sacre, que Charles V apprit le succès de ses 2 officiers. La guerre ainsi engagée contre le roi de Navarre fut chaudement poursuivie de part et d'autre. Charles le Mauvais rassembla en hâte ses forces, gascons, normands, anglais, et les mit sous le commandement de Jean de Grilly, dit le captal de Bouc, officier de renom. Du Guesclin recruta en Normandie, en Picardie, en Bretagne et dans les bandes guerrières qui erraient déjà dans toute la France. C'était le projet du captal de Bouc d'aller troubler les fêtes de Reims, mais il rencontra à Cocherel, sur les bords de l'Eure, à 2 lieues d'Évreux, les troupes de Du Guesclin. Les 2 armées, à peu près d'égale force, s'arrêtèrent en observation mutuelle. Du Guesclin tint conseil et dit à ses compagnons d'armes « Seigneur, nous savons que devant nous, il y a dans le captal nos si preux chevaliers qu'on en pourrait trouver aujourd'hui en toute la terre. Tant qu'il sera sur la place, il nous fera grand dommage. Mettons donc à cheval 30 des nôtres, des plus experts et plus hardis. Ils n'entendront à rien qu'à se diriger sur le captal, à rompre la presse et à arriver jusqu'à lui. Ils le prendront alors, le trousseront, l'emporteront entre eux et le mèneront en sûreté quelque part sans attendre la fin de la bataille. S'il peut être pris et retenu par telle voie, la journée sera nôtre, tant ces gens seront ébahis de sa prise. » La bataille s'engagea sur tous les points, et pendant qu'elle amenait des rencontres et des chances diverses, les 30 élus bien montés sur fleurs de coursiers, dit Froissart, et ne pensant à autre chose qu'à leur entreprise, s'en vinrent tous serrés là où était le captal qui combattait très vaillamment avec sa hache et donnait des coups si grands que nul n'osait l'approcher.
Mais les 30 rompirent la presse à force de chevaux, vinrent jusqu'au capital, s'arrêtèrent tout à coup sur lui, le prirent et le serrèrent entre eux par force, puis ils vidèrent la place et l'emportèrent en cet état, pendant que ces gens qui semblaient forcenés criaient « Rescousse, capital, rescousse !» Mais rien ne leur put valoir ni aider. Le capital fut enlevé et mis en sûreté. On se fouillit et froissit pendant que Navarois et Anglais essayaient de suivre la trace de capital qu'ils voyaient emmener devant eux. Des Français s'entendirent de grande volonté pour se porter vers la bannière du capital qui était en un buisson et dont les Navarois faisaient leur étendard. Là, il y eut grand tumulte et rude combat, car la bannière était bien gardée par de bonnes gens, mais enfin elle fut prise, conquise, déchirée, jetée par terre. Les Français obtinrent le champ de bataille. Messire Bertrand et ses Bretons s'acquittèrent loyalement et bien se tinrent toujours ensemble, cédant l'un l'autre, mais il leur coûta grandement de l'argent. Charles, très satisfait, fit résolument son métier de roi après la victoire. Il récompensa et punit. Du Guesclin fut fait maréchal de Normandie et reçut en don le comté de Longueville, confisqué sur le roi de Navarre. Quelques Français qui étaient devenus les affidés du roi de Navarre furent exécutés, et Charles V ordonna à ses généraux de ne plus accorder désormais merci au sujet du royaume qui serait trouvé dans les rangs de l'ennemi. La guerre contre Charles le Mauvais continua. Encouragé par ses succès, Charles V se décida à prendre part aussi à celle que se faisaient toujours les deux prétendants au duché de Bretagne, Charles de Blois et Jean de Montfort. Du Guesclin fut envoyé pour soutenir Charles de Blois, ce dont il fut grandement réjoui, dit Froissart, car il avait toujours tenu le dit Monseigneur Charles pour son naturel seigneur. Le comte et la comtesse de Blois le reçurent très joyeusement et doucement, et la meilleure partie des barons de Bretagne avait aussi Monseigneur Charles de Blois en propos et affection. Du Guesclin entra immédiatement en campagne et marcha sur Auray, qu'assiégeait le comte de Montfort. Mais il devait y rencontrer le plus redoutable de ses adversaires. Jean de Montfort avait réclamé l'appui du roi d'Angleterre, son patron, et le plus célèbre des officiers anglais, John Chandos, s'était adressé au prince de Galles pour savoir ce qu'il devait faire. « Vous pouvez bien y aller, lui avait répondu le prince, puisque les Français y vont pour le comte de Blois. Je vous en donne bon congé. » Chandos, joyeux, se hâta de recruter des compagnons. Peu d'Aquitains se décidèrent à le suivre. Il commençait à se dégoûter de la domination anglaise, et le sentiment national français se développait en Gascogne autour même du prince de Galles. Chandos ne recruta guère que des Anglais ou des Bretons, et quand il arriva devant Auray, à la grande joie du comte de Montfort, il y amena bien, dit Froissart, 1600 combattants, chevaliers et écuyers, Anglais et Bretons, et environ 800 ou 900 archers. Les troupes de Du Guesclin étaient à peu près en pareil nombre, et non moins braves, mais moins bien disciplinées, et probablement aussi moins habilement commandées. La bataille s'engagea le 29 septembre 1364 devant Auray. J'en ai déjà raconté dans le 20e chapitre de cette histoire les circonstances et l'issue. Charles de Blois y fut tué. Du Guesclin y fut fait prisonnier. La cause de Jean de Montfort était évidemment gagnée, et en prenant possession du duché de Bretagne, il ne demandait pas mieux que de se reconnaître vassal du roi de France et de lui jurer fidélité. Charles V était trop judicieux pour ne pas pressentir que, même après une défaite, une paix qui donnait à la question de Bretagne une solution légale et définitive, lui rendait avec cette importante province des rapports et des moyens d'influence bien plus assurés qu'une guerre prolongée ne pouvait lui promettre de succès. Il fit donc la paix à Guérande, le 11 avril 1365, après en avoir discuté pied à pied les conditions. Et quelques semaines auparavant, le 6 mars, sur les instances détournées du roi de Navarre, qui depuis la bataille de Cocherel se sentait en péril, Charles V avait aussi mis fin à sa lutte publique contre ce perfide voisin, dont il ne cessait certainement pas de se méfier. Délivré ainsi de toute guerre extérieure et de tout ennemi déclaré, le sage roi de France restait maître de s'adonner au rétablissement de la paix intérieure et de l'ordre dans son royaume qui en avait le plus pressant besoin. À coup sûr, nous avons aujourd'hui une cruelle expérience des désordres et des maux de la guerre, mais nous ne nous formons, je crois, qu'une très inégale idée de ce qu'ils étaient au XIVe siècle, en l'absence de toutes les mesures administratives et humaines encore si inefficaces,
Approvisionnement, hôpitaux, ambulances, casernes, campements, qu'on prend de nos jours pour les prévenir ou les réparer. Le recueil des ordonnances des rois de France est plein des sauvegardes que Charles V donnait à des monastères, à des hospices, à des communes qui invoquaient sa protection pour avoir un peu moins à souffrir que tout le pays. J'emprunte aux mieux informés et aux plus intelligents des chroniqueurs contemporains, le continuateur de Guillaume de Nangis, le tableau de ses souffrances et de leurs causes. Il n'y avait, dit-il, en Anjou, en Touraine, dans la Beauce, près d'Orléans et jusqu'aux approches de Paris, aucun coin de la contrée qui fût affranchi des pillards et des voleurs. Ils étaient si nombreux partout, soit dans de petits forts qu'ils occupaient, soit dans les villages et les campagnes, que les paysans et les marchands ne pouvaient y voyager sans de grands frais et de grands périls. Les gardiens, même chargés de défendre les cultivateurs et les voyageurs, concouraient honteusement à les harasser et à les dépouiller. Il en était de même en Bourgogne et dans les contrées voisines. Quelques chevaliers qui se disaient les amis du roi et de la majesté royale, et dont je ne veux pas placer ici les noms, tenaient à leur service des brigands qui en faisaient tout autant. Ce qui est bien plus étrange, c'est que lorsque ces gens-là venaient dans les villes, à Paris ou ailleurs, tout le monde les connaissait et les signalait, mais personne n'osait mettre la main sur eux. J'ai vu qu'une nuit, à Paris, dans le faubourg Saint-Germain-des-Prés, pendant que la population dormait, des brigands qui se tenaient dans la ville avec leur chef avaient tenté de saccager certains hospices. Ils furent arrêtés et emprisonnés au Châtelet. Mais bientôt excusés et déclarés innocents, ils furent mis en liberté sans subir la moindre peine. Grand encouragement pour eux et leurs pareils à en faire bien plus. Quand le roi donna à Bertrand du Guesclin le comté de Longueville dans le diocèse de Rouen, qui avait appartenu à Philippe, frère du roi de Navarre, du Guesclin promit au roi de France qu'il en chasserait à main armée tous les pillards et les voleurs, ses ennemis du royaume. Mais il n'en fit rien. Les Bretons, même de du Guesclin, en revenant de Rouen, pillaient et volaient dans les villages tout ce qu'ils y trouvaient, vêtements, chevaux, moutons, bœufs, bêtes de somme et de labour. Charles V n'était pas comme Louis XII et Henri IV, d'un naturel affectueux et sympathiquement populaire. Mais c'était un homme sérieux qui, dans son cabinet et au milieu de sa bibliothèque naissante, se préoccupait des intérêts de son royaume comme des siens propres. Il avait le bien public à cœur et le désordre lui était odieux. Il venait, moyennant une rançon de 100 000 francs, de faire mettre en liberté Bertrand du Guesclin, resté prisonnier de John Chandos après la bataille d'Auray. La pensée lui vint que le vaillant Breton pouvait lui être utile pour tirer la France du déplorable état où la plongeaient les bandes pillardes partout errantes sur son sol. Je trouve dans la chronique en vers de Bertrand Guesclin, par Cuvelier, trouvère du XIVe siècle, un récit détaillé des perplexités du roi à ce sujet et des mesures qu'il prit pour y porter remède. Je suis loin de regarder ce récit comme strictement historique, mais c'est un tableau vivant et moralement vrai des événements et des hommes tels que les connaissait et les concevait un contemporain, poète médiocre mais narrateur animé. J'en reproduirai les principaux traits, en modifiant la langue pour la rendre facilement intelligible, sans altérer le fond et le caractère. Il y avait tant de gens qui allaient pillant le pays de France que le roi en avait le cœur triste et dolent. Il manda son conseil et leur dit « Que ferons-nous de cette multitude de larrons qui vont détruisant notre peuple ? Si j'envoie contre eux mon vaillant baronnage, je perds mes nobles barons, et jamais plus je n'aurai joie de mon vivant. Si quelqu'un pouvait mener ces gens-là en Espagne contre le mécréant et tyran Pierre qui a fait mourir notre sœur, je le voudrais bien, quoi qu'il m'en dût coûter. » Bertrand du Guesclin écoutait le roi. « Seigneur roi, dit-il, je désire en mon cœur de passer outre-mer et d'aller combattre les païens au tranchant de l'épée. Mais si je pouvais approcher de cette gens qui vous courrouce, j'en délivrerais le royaume. »« Je le voudrais bien, dit le roi. »« N'en parlez plus, lui dit Bertrand. Je saurai leur vouloir, n'en ayez nul souci. » Bertrand du Guesclin appela son héros et lui dit « Va-t'en à la grande compagnie et fais assembler tous les capitaines. Tu leur diras demander un sauf-conduit pour moi, car j'ai grand désir de leur parler. » Le héros monta sur son cheval et alla trouver ses gens vers Chalon-sur-la-Saône. Ils étaient ensemble, assis au dîner, buvaient bon vin qu'ils avaient perforé. « Seigneur, dit le héros, Jésus vous bénisse. Bertrand du Guesclin vous prie qu'il vous puisse parler à tous en compagnie. »
Par ma foi, gentil héros, dit Huon de Calverley, qui maîtrisait les Anglais, je verrai Bertrand volontiers ici, et lui donnerai bon vin. Je lui en puis bien donner pour vrai, je vous assure qu'à rien il ne me coûte. » Lors partit le héros qui revint à son seigneur, et la nouvelle lui dit de cette compagnie. Or chevaucha Bertrand, qui point ne s'arrêta, et chevaucha tant qu'il vint vers la grande compagnie, et puis les salua. « Dieu garde, dit-il, les compagnons que je vois là. » Lors se sont inclinés, chacun s'humilia. « Adieu le vœu, dit Bertrand, qui croire me voudra, tous riches vous ferez. » Et ils ont répondu, « Bien soyez venus, ça, sire, nous ferons tant qu'il vous plaira. » « Seigneur, dit Bertrand, veuillez m'écouter, pourquoi je suis venu, je veux vous raconter. Je viens de par le roi doit garder, et qui voudrait fort pour sauver son peuple, qu'avec moi vous vinciez où je voudrais aller. En bonne compagnie, je vous voudrais porter. Si nous voulons tous en notre cœur passer, nous pourrions bien de vrai considérer que nous avons fait assez pour nos âmes damnées. Regardons comment nous avons usé de la vie, forcé les dames et brûlé les maisons, oxy, hommes, enfants et tous mis à rançon. Comment avons mangé vaches, bœufs et moutons, bu les bons vins et fait pis que ne feront les larrons. Faisons honneur à Dieu et le diable laissons. Demandez s'il vous plaît à tous les compagnons, à tous les chevaliers, à tous les barons. Si vous êtes d'accord, nous irons vers le roi, et je ferai apprêter l'or que nous vous promettons. Je voudrais avoir rassemblé tous mes amis pour faire le voyage que nous désirons si fort. » Du Guesclin expliqua alors en termes larges et qui laissait le choix à la grande compagnie quel était ce voyage tant désiré. Il parla du roi de Chypre, des Sarrasins de Grenade, du pape d'Avignon, surtout d'Espagne et du roi de Castille, Pierre le Cruel, vilain meurtrier de sa femme, Blanche de Bourbon, sur lequel du Guesclin voulait surtout attirer la colère de ses auditeurs. En Espagne, leur dit-il, nous pourrons largement profiter, car le pays est bon pour mener bonne vie, et il y a de bons vins qui sont friands et clairs. Presque tous les assistants, dont 25 capitaines fameux, s'accordèrent au fait de ce que disait Bertrand. « Seigneur, leur dit-il enfin, écoutez-moi, je m'en irai parler au riche roi des Francs, et je vous ferai bailler ces 200 000 francs. Vous viendrez dîner à Paris chez moi, comme je le désire, quand il en sera temps, et vous verrez le roi qui en sera joyeux. Nous n'aurons en rien aucun mauvais soupçon, car jamais je ne fus enclin à trahison, et ne le serai jamais tant que je serai vivant. » Lors lui dirent les vaillants chevaliers et écuyers, « Jamais plus vaillant homme ne fut vu en terre, et nous avons en vous plus de créance et de foi qu'en tous les prélats et grands clercs qui habitent à Avignon ou en France. » Quand du Guesclin retourna à Paris, « Sire, dit-il au roi, j'ai accompli votre gré, je mettrai hors de votre royaume toute la pire gens de cette grande compagnie, et j'exploiterai tant que tout sera sauvé. »« Bertrand, lui dit le roi, que la Sainte Trinité veuille te garder, et que je te voie longtemps en joie et en santé. »« Noble roi, dit Bertrand, les capitaines ont bien grand désir de venir à Paris, votre bonne cité. »« Je le veux, dit le roi, de bon gré. S'ils viennent, qu'ils se rassemblent au temple. Ailleurs, il y a trop de peuple et de trop grande abondance. Il en pourrait venir trop d'effroi. Puisqu'ils se sont accordés envers nous, je ne veux avoir avec eux rien qu'amitié. » Le poète conclut ainsi la négociation. Sur le mandement de Bertrand, quand il sut le gré du noble roi de France, tous les capitaines vinrent à Paris en bonne sûreté. Ils furent menés droit au temple, là ils furent fêtés, et noblement dînèrent, et reçurent main don, et tout fut scellé. Les choses se passèrent au début du mois comme du Guesclin l'avait promis, d'une part au roi, de l'autre au capitaine de la grande compagnie. Il y avait en effet en Espagne une guerre civile flagrante entre Dom Pedre, le cruel roi de Castille, et son frère naturel Henri de Trastamare. Et c'était là le théâtre sur lequel du Guesclin s'était d'abord proposé de jeter l'armée vagabonde qu'il voulait faire sortir de France. Il ne paraît pas cependant qu'à leur départ de Bourgogne, à la fin de novembre 1365, cette armée et ses chefs eussent à cet égard une résolution bien arrêtée, ni un but bien déterminé à leur mouvement. Ils se dirigèrent d'abord vers Avignon, et, en apprenant leur approche, le pape Urbain V, un peu inquiet, leur envoya un de ses cardinaux pour leur demander ce qu'ils voulaient. À en croire le chroniqueur poète Cuvelier, la commission ne plaisait guère au cardinal, qui dit à l'un de ses affidés « Je suis dolent qu'on m'ait mis dans cette affaire, car on m'envoie à une foule d'enragés qui n'ont pas une heure, pas même une demi-heure de conscience.
Les capitaines répondirent qu'ils allaient combattre les païens, soit dans l'île de Chypre, soit dans le royaume de Grenade, et qu'ils demandaient au pape l'absolution de leurs péchés et 200 000 livres, que Du Guesclin leur avait promises en son nom. Le pape se récria. « Ici, dit-il à Avignon, on nous donne de l'argent pour obtenir l'absolution, et il faut la donner à ces gens-là, et de l'argent aussi. C'est bien contre raison. » Du Guesclin insista. « Sachez, dit-il au cardinal, qu'il y a dans cette armée bien des gens qui ne se soucient nullement de l'absolution et qui aiment bien mieux avoir de l'argent. Nous les faisons prud'hommes malgré eux et nous les menons au dehors pour qu'ils ne fassent point de mal aux chrétiens. Dites cela au pape, car autrement nous ne pourrions les emmener. » Le pape céda et donna les 200 000 livres. Il se les procura en les imposant à la population d'Avignon. Elle se plaignit sans doute bruyamment, car les chefs de la grande compagnie en furent informés, et Du Guesclin dit « Par la foi que je dois à la Sainte Trinité, je ne prendrai pas un denier de ce que les pauvres gens ont donné. Que le pape et les clercs nous le donnent du leur. Nous voulons que tous ceux qui ont payé la taille retrouvent leur argent sans perdre une maille. » Et selon les chroniques contemporaines, l'armée vagabonde ne se retira qu'après avoir obtenu cette satisfaction. La piété du Moyen-Âge, quoique sincère, était souvent moins désintéressée et plus brutale qu'on ne la représente communément. Arrivé d'Avignon à Toulouse, Du Guesclin et ses bandes fortes, dit-on, de 30 000 hommes, prirent décidément le parti d'aller en Espagne soutenir la cause du prince Henri de Trastamare contre le roi de Castille, son frère, Pierre le Cruel. Le duc d'Anjou, gouverneur de Languedoc, les y encouragea, d'accord sans doute avec le roi Charles V, et pressé lui-même d'éloigner de sa province ses hôtes incommodes. Le 1er janvier 1366, Du Guesclin entra à Barcelone, où Henri de Trastamare vint le rejoindre. Je n'ai garde de raconter ici en détail cette expédition, qui appartient bien plus à l'histoire d'Espagne qu'à celle de France. La lutte fut courte, à peu près nulle. Henri de Trastamare fut couronné roi, d'abord à Calahorra, puis à Burgos. Dom Pedre, bientôt aussi méprisé qu'il était déjà détesté, s'enfuit de Castille en Andalousie, et d'Andalousie au Portugal, dont le roi ne voulut pas lui donner asile dans ses États. Et il finit par s'embarquer à la Corogne pour aller à Bordeaux, invoquer le secours du prince de Galles, qui le reçut avec un empressement magnifique. Le roi d'Angleterre, Édouard III, s'était inquiété de l'entrée de la Grande Compagnie en Espagne, et il avait donné à John Chandos et à ses principaux capitaines en Guyenne l'ordre de veiller à ce que les Anglais ne prissent aucune part à cette expédition contre son cousin, le roi de Castille. Mais plusieurs des chefs anglais, engagés dans les bandes et avec Du Guesclin, ne tinrent pas compte de cette interdiction et contribuèrent efficacement à la chute de Dom Pedre. Édouard III ne jugea pas que ce fût là, de la part de la France, une infraction au traité de Brétigny, et il continua de vivre en paix avec Charles V, tout en lui témoignant sa mauvaise humeur. Mais quand Dom Pedre fut arrivé à Bordeaux et eut dit au prince de Galles que s'il obtenait l'appui de l'Angleterre, il ferait son fils aîné Édouard roi de Galice et partagerait à ses guerriers le trésor qu'il avait laissé en Castille, si bien caché que lui seul savait où, les chevaliers du prince de Galles, dit Froissart, entendirent volontiers à ces paroles, car Anglais et Gascons de leur nature sont convoiteux. Le prince de Galles convoqua immédiatement les barons d'Aquitaine, et sur l'avis qu'il en reçut, il fit partir 4 chevaliers chargés d'aller demander à Londres les instructions du roi son père. Édouard III réunit à Westminster ses principaux conseillers, et finalement, il sembla à tous chose due et raisonnable pour le prince de Galles de remettre et mener le roi d'Espagne en son royaume, sur quoi ils écrivirent lettres notables, de par le roi et le conseil d'Angleterre, aux princes et aux barons d'Aquitaine. Quand les 10 barons ouïrent lire ces lettres, ils dirent au prince « Monseigneur, nous obéirons au commandement du roi notre sire et votre père. C'est bien raison et nous vous servirons en ce voyage, et le roi Dom Pedre aussi. Mais nous voulons savoir qui nous paiera et délivrera nos gages, car on ne met ainsi gendarmes hors de leurs hôtels pour aller guerroyer un étrange pays sans être payés et délivrés. Si c'était pour les affaires de notre cher Seigneur, votre père, ou pour les vôtres, ou pour votre honneur, ou de notre pays, nous n'en parlerions pas si avant que nous faisons. » Ah donc, regarda le prince Dom Pedre et lui dit « Sire roi, vous entendez ce que nos gens disent. À vous il tient de répondre qui les devez employer. » Lors répondit le roi Dom Pedre au prince «
Mon cher cousin, autant que mon or, mon argent et tout mon trésor que j'ai amené ici, et qui n'est si grand de 30 fois comme celui qui est par-delà se pourra étendre, je le veux donner et départir à vos gens. Vous dites bien, dit le prince, et du surplus, je ferai ma dette envers eux, et vous prêterez tout ce qu'il vous faudra, jusqu'à ce que nous soyons en Castille. Par mon chef, répondit le roi Dom Pèdre, vous me ferez grand grâce et grande courtoisie. Quand les chefs anglais et gascons, qui avaient suivi du Guesclin en Espagne, apprirent les résolutions de leur roi Édouard III et les préparatifs du prince de Galles pour aller rétablir Dom Pèdre sur le trône de Castille, ils renoncèrent à l'aventure qu'ils venaient d'accomplir au profit de Henri de Trastamare, se séparèrent du chef français qui les y avait conduits et rentrèrent en Aquitaine, prêts à tenter l'aventure contraire et à suivre le prince de Galles au service de Dom Pèdre. La plupart des aventuriers, bourguignons, picards, champenois, normands et autres, engagés dans les bandes que du Guesclin avait emmenées hors de France, le quittèrent aussi après avoir recueilli les profits de leur course et repassèrent les Pyrénées pour aller reprendre en France leur vie errante et pillarde. 1500 hommes d'armes environ restèrent en Espagne, fidèles à du Guesclin, fidèles lui-même à Henri de Trastamare, qu'il avait fait connétable de Castille. À travers toutes ces vicissitudes et au fond des événements comme des âmes, restait toujours le grand fait de l'époque, la lutte des deux rois de France et d'Angleterre pour la domination dans le beau pays qui, malgré ses déchirements, s'appelait la France. Édouard III à Londres et son fils, le prince de Galles, à Bordeaux, n'avaient pu voir sans une sérieuse inquiétude le plus renommé des guerriers français passer les Pyrénées, avec des bandes la plupart françaises, et mettre sur le trône de Castille un prince nécessairement l'allié du roi de France. La question de la rivalité des deux rois et des deux peuples avait été ainsi transportée en Espagne, et pour le moment la victoire appartenait à la France. Après plusieurs mois de préparatifs, le prince de Galles, achetant la complicité du roi de Navarre, entra en Espagne en février 1367 avec une armée de 27 000 hommes et le plus habile des guerriers anglais, John Chandos. Henri de Trastamare avait des troupes plus nombreuses mais moins disciplinées et éprouvées. Les deux armées se livrèrent bataille le 3 avril 1367 à Najara ou Navarrete, non loin de l'Èbre. Le désordre et même la déroute se mirent promptement dans celle du roi Henri, qui se jetait au-devant des fuyards, leur criant « Pourquoi me voulez-vous ainsi délaisser et trahir, vous qui m'avez fait roi de Castille? Retournez, vous, et demeurez près de moi. Par la grâce de Dieu, la journée sera à vous. » Du Guesclin et ses hommes d'armes soutinrent la lutte avec une bravoure obstinée, mais ils furent enfin vaincus et tués ou pris. Au dernier moment de l'action, du Guesclin, adossé contre une muraille, se défendait héroïquement contre plusieurs assaillants. Le prince de Galles, survenant, s'écria « Gentil maréchal français, et vous, Bertrand aussi, rendez-vous à moi. » « Ce sont là mes ennemis, dit le roi Dom Pèdre. C'est eux qui m'ont pris mon royaume, c'est d'eux que je veux me venger. » Du Guesclin, s'élançant en avant, porta de son épée un si rude coup à Dom Pèdre qu'il le renversa évanoui, et, se tournant vers le prince de Galles, « Je rends du moins mon épée au plus vaillant prince de la terre. » Le prince de Galles reçut son épée et chargea le captal de Bouc de le garder prisonnier. « Eh bien, messire Bertrand, dit le captal à du Guesclin, vous me prîtes à la bataille de Cocherel, et je vous tiens aujourd'hui. »« Oui, reprit du Guesclin, mais je vous prie moi-même à Cocherel, et ici vous n'êtes que mon garde. » La bataille de Narara terminée, et Dom Pèdre le Cruel rétabli sur un trône qui ne devait pas occuper longtemps, le prince de Galles retourna à Bordeaux avec son armée et son prisonnier du Guesclin, qu'il traitait avec courtoisie, mais en le retenant assez étroitement. L'un des chefs anglais qui s'était joint à du Guesclin lors de son entrée en Espagne, Sir Hugh Calverley, essaya un jour de décider le prince de Galles à mettre le guerrier français en liberté. « Seigneur, lui dit-il, Bertrand est un très loyal chevalier, mais il n'est pas un homme riche et en état de payer grand argent. Il aurait bien besoin d'en finir aisément de sa captivité. »« Laissez cela, dit le prince, je n'ai que faire de rien prendre du sien. Je le ferai prolonger malgré lui sa vie. Et s'il était délivré, il voudrait être encore en bataille et toujours guerroyer. » Après le souper, et sans tergiverser, Hugues dit à Bertrand la réponse du prince. « Seigneur, lui dit-il, je ne puis rapprocher votre délivrance. »« Seigneur, dit Bertrand, n'y pensez plus, je laisserai décider de la chose à Dieu, qui est bon et juste maître. »
Quelque temps après, Du Guesclin ayant fait prier le prince de Galles de le recevoir à rançon, le prince, un jour qu'il était en gaieté, se le fit amener et lui dit que ses conseillers l'avaient engagé à ne pas lui rendre la liberté tant que durerait la guerre entre la France et l'Angleterre. « Seigneur, lui dit Du Guesclin, je suis donc le plus honoré chevalier du monde, car on dit parmi le royaume de France et ailleurs que vous me redoutez plus que tout autre. Pensez-vous donc que pour votre chevalerie nous vous retenions ? Dit le prince. Par Saint-Georges Nenni, fixez vous-même votre rançon et vous serez délivré. Du Guesclin fixa fièrement sa rançon à 100 000 francs. La somme parut forte même au prince de Galles. « Seigneur, lui dit Du Guesclin, le roi qui doit garder France me prêtera ce qui me manquera, et il n'y a fileuse en France qui ne file pour gagner ce qu'il faudra pour me mettre hors de vos lacs. » Les conseillers du prince de Galles auraient voulu qu'il se repentît et brisât sa promesse. « Ce que nous lui avons accordé, nous le tiendrons, dit le prince. Ce nous serait honte et vergogne si on pouvait nous reprocher de le mettre à finance quand il s'y veut mettre si grossement lui-même que de payer 100 000 francs. » Le prince et le chevalier tinrent également leur parole. Du Guesclin trouva parmi ses amis bretons une partie de la somme dont il avait besoin. Le roi Charles V lui prêta 30 000 doubles d'Espagne que, par acte du 27 décembre 1367, Du Guesclin s'engagea à lui rembourser, et au commencement de 1368, le prince de Galles mit le guerrier français en liberté. Le premier usage qu'en fit Du Guesclin fut d'aller mettre son nom et son épée au service d'abord du duc d'Anjou, gouverneur du Languedoc, qui guerroyait en Provence contre la reine Jeanne de Naples, puis de son patron espagnol Henri de Transamar, qui avait recommencé la guerre en Espagne contre son frère Pierre le Cruel, qu'il devait bientôt détrôner pour la seconde fois et tuer de sa propre main. Mais pendant que Du Guesclin prenait part à cette issue de la question espagnole, de grands événements le rappelèrent au nord des Pyrénées pour le service de son roi, la défense de son pays et la grandeur de sa propre fortune. Les bandes anglaises et gasconnes qui, en 1367, avaient repassé les Pyrénées avec le prince de Galles, après avoir établi Dom Pèdre le Cruel sur le trône de Castille, ne s'étaient point dissoutes. N'ayant plus rien à faire au service de leur prince, elles s'étaient répandues en France, qu'elles appelaient leur chambre, et elles recommençaient dans les pays entre Seine et Loire leur vie vagabonde et pillarde. Une clameur générale s'éleva. C'était, disait-on, le prince de Galles qui les avait déchaînés, et le peuple les appelait l'Host, c'est-à-dire l'armée d'Angleterre. Une mesure du prince de Galles lui-même vint ajouter à la colère du peuple celle des classes aristocratiques. Il était dépensier et tenait à Bordeaux une cour magnifique à laquelle ses revenus domaniaux et ordinaires ne pouvaient suffire. Il imposa pour 5 ans une taxe de 10 sous par feu ou famille, afin d'apaiser, dit-il, le grand argent qu'il devait. Pour lever légalement cette taxe, il convoqua les États d'Aquitaine, d'abord à Niort, puis successivement à Angoulême, à Poitiers, à Bordeaux, à Bergerac. Nulle part, il ne put obtenir le vote qu'il demandait. « Quand nous obéissions au roi de France, disaient les Gascons, nous n'avons jamais été grevés de subsides, fouages, ni gabelles, ni ne le serons tant que nous défendre nous pourrons. » Le prince de Galles persista dans sa prétention. Il était malade et irritable et devenait vraiment le prince noir. Les Aquitains s'irritèrent aussi. Les conseillers modérés du prince, même anglais de race, essayèrent en vain de le détourner de son obstination. John Chandos lui-même, le plus considérable comme le plus sage, y échoua et se retira dans son domaine de Saint-Sauveur en Normandie pour rester étranger à des mesures qu'il désapprouvait. Poussés à bout, les principaux seigneurs d'Aquitaine, les comtes de Comminges, d'Armagnac, de Périgord et beaucoup d'autres barons partirent pour la France et portèrent plainte le 30 juin 1368 devant Charles V et ses pairs à raison des griefs que le prince de Galles leur voulait faire. Ils recouraient, disait-il, au roi de France comme à leur seigneur souverain, qui n'avait pu renoncer à sa suzeraineté ni à la juridiction, sa cour des pairs et de son parlement. Rien ne pouvait mieux répondre aux vœux de Charles V depuis 8 ans. Il avait le traité de Brétigny sur le cœur, et il était aussi résolu à ne pas manquer l'occasion d'y faire brèche que patient à l'attendre. Mais trop prudent pour agir avec une précipitation qui aurait donné à sa conduite l'apparence d'un dessein prémédité et préparé sans cause légitime, il n'eut garde d'admettre sur le champ et sans réserve l'appel des seigneurs aquitains. Il les reçut avec bienveillance, leur fit grande chère et riches dons,
mais il proclama son intention d'examiner à fond les stipulations du traité de Brétigny et les droits de sa royauté. Il fit apporter en la chambre du Conseil toutes les chartes de la paix, et là les fit lire par plusieurs jours et à grand loisir. Il fit consulter les écoles de Bologne, de Montpellier, de Toulouse, d'Orléans et les plus doctes clercs de la cour papale. Ce fut seulement après s'être ainsi assuré les moyens légaux de soutenir que les stipulations du traité de Brétigny n'avaient pas été tout accomplies par le roi d'Angleterre et que par conséquent le roi de France n'avait pas perdu tous ses droits de suzeraineté sur les provinces cédées, que le 25 janvier 1369, 6 mois seulement après avoir reçu l'appel des seigneurs aquitains, il l'admit en ces termes qu'il adressa à Bordeaux au prince de Galles et dont j'abrège les formules juridiques. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à notre neveu le prince de Galles et d'Aquitaine, salut. Comme plusieurs prélats, barons, chevaliers, universités, communes et collèges du pays de Gascogne et duché d'Aquitaine se sont retirés par devers nous pour avoir droit sur quelques griefs et molestations indues que, par faible conseil et simple information, vous avez proposé de leur faire, de laquelle chose nous sommes tout émerveillés. De notre majesté royale et seigneurie, nous vous commandons que vous veniez en notre cité de Paris en propre nom et vous présentiez devant nous en notre chambre des pairs pour ouïr droit sur les dites complaintes et griefs émus de par vous à faire sur votre peuple qui réclame avoir ressort sur notre cour, et soit au plus hâtivement que vous pourrez. Quand le prince de Galles eut ouï lire cette lettre, dit Froissart, il remua la tête et regarda de côté les dessus dits français. Et quand il eut un petit pensé, il répondit « Nous irons volontiers à notre jour à Paris, puisque mandé nous est du roi de France, mais ce sera le bassinet en tête et 60 000 hommes en notre compagnie. » C'était la guerre déclarée, et les actes suivirent immédiatement les paroles. Après une courte et vaine tentative d'accommodement, Édouard III reprit le 3 juin 1369 le titre de roi de France et ordonna la levée de tous ses sujets entre 16 et 60 ans, laïcs ou ecclésiastiques, pour la défense de l'Angleterre, menacée par une flotte française qui se promenait dans la Manche. Il envoya des renforts au prince de Galles, dont le frère le duc de Lancaster débarqua avec une armée à Calais. Il offrit à tous les aventuriers qui pullulaient en Europe la possession de tous les fiefs qu'ils pourraient conquérir en France. Charles V, de son côté, poussa vivement les préparatifs. Il les avait commencés avant d'éclater, car dès le 19 juillet 1368, il avait envoyé en Espagne des ambassadeurs chargés de conclure une alliance avec Henri de Transtamare contre le roi d'Angleterre et son fils, qu'il appelait le duc d'Aquitaine. Il signa le 12 avril 1369 le traité qui, en mariant son frère, le duc de Bourgogne Philippe le Hardi, à la princesse Marguerite de Flandre, faisait passer cette riche province dans la maison de France. Enfin, il manda à Paris Du Guesclin, qui, depuis sa mise en liberté, guerroyait tantôt en Espagne, tantôt dans le midi de la France, et il lui annonça son intention de le faire connétable. « Cher sire et noble roi, dit l'honnête et modeste Breton, je vous prie de m'excuser. Je suis un pauvre chevalier et un petit bachelier. L'office de connétable est si grand et si noble que pour qui veut s'en bien acquitter, il convient de l'exercer et de commander bien avant, et plus sur les grands que sur les petits. Voici, mes seigneurs, vos frères, vos neveux et vos cousins qui auront charge de gendarmes dans les armées et les chevauchés. Comment oserais-je commander sur eux ? Certes, sire, les envies sont si grandes que je les dois bien craindre. Je vous prie chèrement que vous me dispensiez de cet office et le baillez à un autre qui le prendra plus volontiers que moi et le saura mieux faire. « Messire Bertrand, lui répondit le roi, ne vous accusez point par cette voie. Je n'ai frère, cousin, ni neveu, ni comte, ni baron en mon royaume qui ne vous obéisse. Et si quelqu'un agissait autrement, il me courroucerait tellement qu'il s'en apercevrait. Prenez donc l'office de bon cœur, je vous en prie. » Messire Bertrand connut bien, dit Froissart, que ses excusances ne valaient rien, et il s'accorda finalement à l'opinion du roi, mais ce fut avec effort et grand ennui. Et pour le plus assuré et avancé, le roi l'assit près de lui à sa table, lui montra tous les signes d'amour qu'il put, et lui donna avec l'office plusieurs beaux dons et grandes terres pour lui et ses héritiers. Charles V pouvait sans crainte prodiguer ses dons au loyal guerrier,
car du Guesclin n'avait rien de plus pressé que de les prodiguer à son tour pour le service du roi. En prenant possession de son office, il donna de nombreux et somptueux dîners aux barons, chevaliers et soldats de toutes sortes qu'il devait commander. La vaisselle de Bertrand fut là fort regardée, car elle était fort grande et richement ouvrée, dit le chroniqueur poète Cuvelier. Mais du Guesclin l'engagea plus d'une fois et en vendit une grande partie pour payer sans faute les chevaliers et combattants d'honneur dont il fut conducteur. La guerre ainsi engagée fut chaudement soutenue de part et d'autre. Le sentiment national devint de jour en jour plus vif et plus général en France. Au commencement des hostilités, ce fut dans le nord surtout qu'il éclata. Les bourgeois d'Abbeville ouvrirent leurs portes au comte de Saint-Paul. Saint-Valery, le Crotoy, toutes les places du comté de Ponthieu suivirent, en une semaine, cet exemple. Le mouvement gagna bientôt dans le Midi. Montauban et Milhaud relevèrent dans leurs murs la bannière royale. L'archevêque de Toulouse se mit à chevaucher dans tout le Quercy, prêchant et montrant le bon droit du roi de France. Il fit tourner, sans coup férir, Cahors et plus de 60 villes, châteaux ou forteresses. Charles V ne négligeait aucun moyen pour animer et soutenir l'élan public. J'ai dit que dès le 9 mai 1369, il avait convoqué les États généraux, leur déclarant en personne que s'il voyait qu'il eût fait quelque chose qu'il ne dût, il le disse, et il le corrigerait car il était encore temps de réparer s'il avait fait trop ou pas assez. Il les convoqua de nouveau le 7 décembre 1369, après l'explosion des hostilités, et il obtint les subsides les plus considérables qu'ils eussent jamais accordés. Ils adhérèrent au roi aussi énergiquement en principe que de leur bourse, et leurs interprétations du traité de Bretigny allèrent fort au-delà des motifs que Charles avait allégués pour justifier la guerre. Ce n'était pas seulement sur les classes élevées et les esprits politiques que le roi agissait. Il prenait soin aussi des impressions populaires. Il faisait faire dans Paris de fréquentes processions où il allait en personne, et la reine avec lui, pieds nus et déchauds, afin de prier Dieu qu'il voulût entendre aux faits et besognes du royaume. Mais en même temps qu'il faisait ainsi, dans toute la France et par tous les moyens, appel au sentiment national, Charles restait fidèle à la règle de conduite que lui avait inculquée l'expérience de sa jeunesse. Il recommandait, il commandait à tous ses chefs militaires d'éviter toute grande bataille avec les Anglais. C'était à grand-peine qu'il obtenait de la noblesse féodale l'obéissance à ses injonctions. Plus nombreuse souvent que les Anglais, elle regardait une telle interdiction comme une injure, et elle se retirait quelquefois dans ses châteaux plutôt que de s'y soumettre. Le frère même du roi, Philippe le Hardi, en témoignait hautement en Bourgogne son mécontentement. Plus intelligent et plus ferme, du Guesclin, même avant d'être fait connétable, et en quittant à Toulouse le duc d'Anjou, lui avait conseillé de ne point accepter la bataille, de bien munir toutes les places recouvrées, et de laisser les Anglais se disperser et s'user dans une multitude de petites expéditions et de combats lointains incessamment renouvelés. Une fois connétable, du Guesclin mit obstinément en pratique la maxime du roi, tranquillement confiant dans son vaillant renom quand il se refusait aux impatiences de ses compagnons. Cette guerre décousue et indécise dura 8 ans, mêlée d'incidents plus ou moins graves qui n'en changèrent point le caractère. En 1370, le prince de Galles fit le siège de Limoges qui avait ouvert ses portes au duc de Berry. Il était déjà si malade qu'il ne pouvait monter à cheval et se faisait porter en litière de poste en poste pour suivre et diriger les opérations du siège. Malgré 1 mois de résistance, le prince emporta la place et la livra en proie à une multitude de pillards effrénés dont les excès furent tels que Froissart lui-même, spectateur en général si indifférent, plutôt anglais de goût, en fut profondément choqué. Là, dit-il, il y eut grande pitié, car hommes, femmes et enfants se jetaient à genoux devant le prince et criaient « Merci, gentil sire !» Mais il était si enflammé d'ardeur que point n'y entendait, et nul ni nulle n'était oui, mais tous mis à l'épée. Il n'est si dur cœur s'il fut à donc en la cité de Limoges, et s'il lui souvient de Dieu qui n'en pleura tendrement, car plus de 3000 personnes, hommes, femmes et enfants, y furent décollés en une journée. Dieu en ait les âmes, car ils furent bien martyrs. Le massacre de Limoges devint dans toute la France un sujet d'horreur et de colère passionnée contre le nom anglais. En 1375, une armée anglaise débarquée à Calais sous le commandement du duc de Lancaster
parcouru presque toute la France, sans cesse harcelé, jamais puissamment attaqué sur sa route et sans gagner une seule forteresse. « Laissez-les aller, disait-on autour du roi. Quand un orage éclate en un pays, il se départ après et se dissipe de soi-même. Ainsi adviendra-t-il de ces Anglais. » Les souffrances et les échecs de l'armée anglaise dans cette expédition furent tels que de 50 000 chevaux que les Anglais avaient débarqués à Calais, ils n'en purent pas mettre à Bordeaux plus de 6 000 et bien avaient perdu le tiers de leurs gens et plus. On voyait de nobles chevaliers qui avaient de grands biens dans leur pays se traîner à pied, sans armure, et mendier leur pain de porte en porte sans en trouver. En vain, Édouard III traita avec le duc de Bretagne et le roi de Navarre pour avoir leur appui dans cette guerre. Le duc de Bretagne, Jean IV, après avoir hautement défié le roi de France, son suzerain, fut obligé de s'enfuir en Angleterre, et le roi de Navarre négociait tour à tour avec Édouard III et Charles V, toujours prêts à trahir l'un ou l'autre selon ce que lui conseillait son intérêt du moment. Là, de tant d'efforts sans effet, Édouard III, de 1375 à 1377, fut 2 fois obligé de conclure avec Charles V une trêve qui permit aux 2 peuples comme aux 2 rois de respirer. Mais les trêves furent aussi vaines que les petits combats pour mettre fin à cette grande lutte. Les grands acteurs de cette histoire ne savaient pas combien étaient proches les jours où ils seraient rappelés hors de cette arène encore si pleine de leurs exploits ou de leurs revers. Peu de semaines après le massacre de Limoges, le prince de Galles perdit à Bordeaux son fils aîné, enfant de 6 ans qu'il aimait avec la tendresse d'un vieux guerrier, d'autant plus sensible aux impressions douces qu'elles étaient pour lui plus rares. Il était lui-même si malade que ses médecins lui conseillèrent de retourner en Angleterre sur sa nation, disant que peut-être y recouvrerait-il plus de santé. Il quitta en effet la France qu'il ne devait plus revoir, et rentré en Angleterre, après s'être reposé quelques mois à la campagne, il prit dans le Parlement une part active à la politique intérieure de son pays et soutint l'opposition contre le gouvernement du roi son père, qui, depuis la mort de la reine Philippa de Hainaut, donnait à l'Angleterre le spectacle d'une vieillesse scandaleuse au terme d'une vie glorieuse. Les querelles parlementaires épuisèrent bientôt les restes de force du prince noir, et il mourut le 8 juin 1376 en possession d'une popularité constante et méritée par les qualités d'une nature grande et généreuse, quoique souvent obscurcie par les emportements d'un caractère dur jusqu'à la passion féroce. La bonne fortune de l'Angleterre, dit son contemporain Walsingham, semblait inhérente à sa personne, car elle prospéra tant qu'il se porta bien, languit quand il fut malade et s'éteignit avec sa vie. Tant qu'il fut là, les Anglais n'avaient craint ni l'invasion de l'ennemi, ni rencontre sur les champs de bataille. Avec lui moururent toutes leurs espérances. 1 an après lui, le 21 juin 1377, mourut son père Édouard III, roi habile, glorieux et heureux pendant près d'un demi-siècle, mais presque tombé à la fin de sa vie dans le mépris de son peuple et dans l'oubli du continent européen, qui n'entendait plus parler que des faiblesses complaisantes d'un vieillard indolent pour une maîtresse avide. Pendant que l'Angleterre perdait ainsi ses 2 grands chefs, la France conservait encore les siens. 3 ans encore, Charles V et du Guesclin restèrent à la tête de son gouvernement et de ses armées. La trêve entre les 2 États durait encore quand le prince de Galles mourut et Charles, toujours soigneux de pratiquer la courtoisie chevaleresque, lui fit faire à Paris, dans la Sainte-Chapelle, un service funèbre solennel. Mais l'année suivante, à la mort d'Édouard III, la trêve était expirée. Le jeune fils du prince de Galles, Richard II, succédait à son grand-père. Charles s'empressa de prendre, à l'avènement d'un roi mineur, tous les avantages qu'il en pouvait espérer. La guerre fut vigoureusement poussée. Une flotte française se promena sur les côtes d'Angleterre, ravagea l'île de Wight, brûla Yarmouth, Dartmouth, Plymouth, Winchelsea, Lewis. Ce que Charles désirait avec passion, c'était de recouvrer Calais. Il eut fait pour l'obtenir des sacrifices considérables, et du fond de son cabinet, il mettait dans ses efforts guerriers ou diplomatiques vers ce but une intelligente activité. Il avait, dit Froissart, des coureurs allant à cheval nuit et jour et qui, du jour au lendemain, lui rapportaient nouvelles de 80 ou 100 lieues de loin, à l'aide de relais disposés de ville en ville. Ce travail royal ne réussit point.
À tout prendre, la guerre que poursuivit Charles V, entre la mort d'Édouard III et la sienne propre, n'eut aucun résultat considérable. La tentative judiciaire et militaire qu'il fit en 1378 pour s'approprier la Bretagne et la réunir à la couronne échoua complètement grâce à l'attachement passionné des Bretons, nobles, bourgeois et paysans, pour l'indépendance de leur patrie. Charles V courut même à cette occasion le risque de se brouiller avec le héros de son règne. Il avait chargé du Guesclin de soumettre le comté de Rennes, sa terre natale, et il laissa percer quelque humeur de ce que le connétable non seulement n'y réussissait pas, mais lui conseillait de faire la paix avec le duc de Bretagne et son parti. Du Guesclin, vivement blessé, renvoya au roi l'épée de connétable en ajoutant qu'il allait se retirer à la cour de Castille auprès d'Henri de Transtamare qui reconnaîtrait mieux ses services. La sagesse de Charles V ne l'avait pas préservé de l'une de ces légèretés hautaines que l'habitude du pouvoir souverain fait quelquefois commettre au plus sage roi. Mais la réflexion lui fit promptement reconnaître et réparer sa faute. Il chargea les ducs d'Anjou et de Bourbon d'aller conjurer de sa part du Guesclin de rester son connétable, et quoique certaines chroniques disent que du Guesclin s'y refusa, son testament en date du 9 juillet 1380 fait foi du contraire, car il prend le titre de connétable de France, et ce testament ne précéda que de 4 jours la mort du héros. Tombé malade devant Châteauneuf-Randon, place du Gévaudan qu'il assiégeait, du Guesclin expira le 15 juillet 1380, âgé de 66 ans, et ses dernières paroles recommandèrent au vieux capitaine qui l'entourait de ne jamais oublier, en quelque pays qu'ils fissent la guerre, que les gens d'église, les femmes, les enfants et le pauvre peuple n'étaient pas leurs ennemis. Selon quelques chroniques, je dirais presque quelques légendes contemporaines, Châteauneuf-Randon devait se rendre le lendemain du jour où du Guesclin mourut. Le maréchal de Sancerre, qui commandait l'armée royale, somma le gouverneur de lui remettre la place. Le gouverneur répondit qu'il avait donné sa parole à du Guesclin et ne la rendrait qu'à lui. On lui dit la mort du connétable. « Eh bien, reprit-il, je porterai les clés de la ville sur son tombeau. » Le maréchal y consentit. Le gouverneur sortit de la place à la tête de sa garnison, traversa l'armée assiégeante, vint s'agenouiller devant le corps de du Guesclin et déposa en effet les clés de Châteauneuf-Randon sur son cercueil. Ce dramatique récit ne me paraît pas suffisamment autorisé par les documents authentiques pour être admis comme un fait historique. Je trouve cependant dans une vieille chronique sur du Guesclin un récit qui, malgré bien des différences, confirme le fait principal des clés de Châteauneuf-Randon apportées par la garnison sur son cercueil. « Au trépassement de messire Bertrand, dit le chroniqueur, un grand cri s'éleva dans l'armée des Français. Les Anglais refusèrent de rendre le château. Le maréchal Louis de Sancerre fit amener les otages sur les fossés pour leur faire trancher la tête. Mais aussitôt, les gens du château abaissèrent leur pont et le capitaine vint offrir les clés au maréchal, lequel les refusa et lui dit « Ami, vous avez vos conventions avec messire Bertrand et vous les lui rendrez. »« Dieu, Seigneur, dit le capitaine, bien savez que messire Bertrand, qui tant valait, est mort. Comment serait-ce que nous lui rendissions ce château ? Certes, seigneur maréchal, vous demandez notre déshonneur quand vous voulez faire rendre, nous et notre château, à un chevalier mort. Ne faut parler de ceci, dit le maréchal, mais faites-le tantôt, car si vous poussez plus avant les paroles, brève sera la vie de vos otages. Bien aperçurent les Anglais qu'il n'en pouvait être autrement. Donc ils sortirent tous du château, leur capitaine devant eux, et vinrent au maréchal, lequel les mena en l'hôtel où reposait messire Bertrand, et leur fit rendre et mettre les clés sur son cercueil tout en pleurant, que tous sachent qu'il n'y eut là chevalier ni écuyer, français ni anglais, qui ne mena grand deuil. Le corps de du Guesclin fut transporté du Gévaudan à Paris pour être enterré à Saint-Denis, auprès du tombeau que Charles V avait fait construire pour lui-même, et 9 ans après, en 1389, le successeur de Charles V, son fils Charles VI, fit célébrer en l'honneur du guerrier breton de nouvelles funérailles où les princes, les grands du royaume et le jeune roi lui-même assistèrent solennellement. L'évêque d'Auxerre y prononça l'oraison funèbre du connétable et un poète du temps dit en racontant la cérémonie « Les princes fondirent en larmes des mots que l'évêque montrait, car il disait « Pleurez, gendarmes, Bertrand qui très tous vous aimait. On doit regretter les faits d'armes qu'il parfit autant qu'il vivait. Dieu ait pitié sur toutes âmes
de la sienne, Carbone était. La vie, le caractère et le nom de Bertrand du Guesclin ont été et sont restés l'une des plus populaires, des plus patriotiques et des plus justes gloires du Moyen-Âge, alors sur son déclin. 2 mois après la mort de son connétable, le 16 septembre 1380, Charles V mourut au château de Beauté-sur-Marne, près de Vincennes, âgé de 43 ans, bien jeune encore après une vie si orageuse et si laborieuse. Ses contemporains étaient convaincus, et il était convaincu lui-même, qu'il avait été empoisonné par son perfide ennemi, le roi Charles de Navarre. Son oncle, l'empereur d'Allemagne, Charles IV, lui avait envoyé un habile médecin qui le remit en point et en force d'homme, dit Froissart, en lui pratiquant au bras un cautère permanent. Lorsque cette petite fistule cessera de couler et séchera, lui dit-il, vous mourrez sans point de remède, et vous aurez 15 jours au plus de loisirs pour aviser et penser à l'âme. Quand la cautère commença à sécher, Charles sentit que la mort approchait. Comme sage et vaillant homme qu'il était, dit Froissart, il ordonna toutes ses besognes et manda ses 3 frères, en qui il avait la plus grande confiance, le duc de Berry, le duc de Bourgogne et le duc de Bourbon, et il laissa derrière son second frère, le duc d'Anjou, parce qu'il le sentait trop convoiteux. « Mes beaux-frères, leur dit le roi, je sens bien et connais que je ne puis longuement vivre. Je vous recommande et donne en charge Charles, mon fils. Usez-en comme bons oncles doivent user de leurs neveux. Couronnez-le au plus tôt après ma mort que vous pourrez, et conseillez-le loyalement en toutes ses affaires. L'enfant est jeune et de léger esprit. Il aura besoin d'être mené et gouverné de bonne doctrine. Enseignez-lui ou lui faites enseigner tous les points et les états royaux qu'il devra tenir, et mariez-le en lieu si haut que le royaume en vaille mieux. Dieu merci, les besognes de notre royaume sont en bon point. Le duc de Bretagne est un homme côteleux et divers, et il a toujours été plus anglais que français. C'est pourquoi, tenez les nobles de Bretagne et les bonnes villes en amour, vous lui briserez ainsi ses intentions. Je me loue des Bretons, car ils m'ont toujours servi loyalement et aidé à garder et défendre mon royaume contre mes ennemis. Faites le seigneur Clisson connétable, car tout considéré, je n'en vois nul plus capable que lui. Quant à ces aides et taxes du royaume de France, dont les pauvres gens sont tant travaillés et grevés, usez-en en votre conscience et ôtez-les le plus tôt que vous pourrez, car ce sont choses, quoique je les ai soutenues, qui me chagrinent et me pèsent au cœur. Mais les grandes guerres et les grandes affaires que nous avons eues de tous les côtés m'y ont fait entendre. De tous les adieux de rois mourants à leurs familles et à leurs conseillers, ceux que je viens de reproduire sont les plus sérieux, les plus précis et les plus simples. Chargé à 19 ans, d'abord comme lieutenant du roi et dauphin, puis comme régent du gouvernement de la France, Charles V employa toute son âme et toute sa vie à réparer les désastres de la guerre sous ses prédécesseurs et à en prévenir le retour. Nul souverain n'a été plus résolument pacifique. Il portait la prudence dans la pratique même de la guerre, comme il le prouva en interdisant à ses généraux toute grande bataille contre les Anglais, tant les défaites de Crécy et de Poitiers et leurs causes lui avaient donné une leçon et laissé une impression profonde. Mais sans guerroyer, sans courir aucune aventure hasardeuse, il savait se faire respecter et craindre de ses ennemis. Il n'y eut honque roi, disait Édouard III, qui moins s'arma, ni honque roi qui me donna tant à faire. Quand le meilleur état du royaume et les circonstances plus favorables firent croire à Charles V que le jour était venu d'affranchir la France des cruelles conditions que lui avait imposées le traité de Brétigny, il entreprit sans hésiter cette guerre de réparation patriotique et, après la mort de ses 2 puissants adversaires, Édouard III et le prince noir, il la poursuivait non sans chance de succès quand il mourut lui-même du mal dont il était depuis longtemps atteint. Il laissa en mourant au trésor royal une épargne de 17 millions de francs, forte somme pour son temps. Ni les travaux du gouvernement, ni les dépenses de la guerre, ni les économies prévoyantes ne l'avaient empêché de porter un sérieux intérêt aux œuvres et aux études savantes et de protéger efficacement les hommes qui s'y adonnaient. L'université de Paris, malgré les embarras qu'elle lui donna quelquefois, fut toujours l'objet de sa bienveillance. Il était grand amateur de Sapiens, dit Christine de Pisan, et quand certaines gens murmuraient de ce qu'il honorait tant de clercs, il répondait « Tant que Sapiens sera honoré en ce royaume, il continuera en prospérité, mais quand elle y sera déboutée, il déchira. »
et il recueillit 950 volumes, premier fonds de la Bibliothèque royale, qui furent déposés dans une tour du Louvre, dite tour de la librairie, et dont, en 1373, il fit dresser l'inventaire par son valet de chambre, Gilles de Presles. Son goût pour les lettres et les sciences ne se bornait pas à recueillir des manuscrits. Il fit traduire en français, pour en répandre la connaissance, d'abord la Bible, puis plusieurs ouvrages d'Aristote, de Tite-Live, de Valère Maxime, de Végès et de Saint-Augustin. Il aimait l'industrie et les arts aussi bien que les lettres. Henri de Vic, horloger allemand, construisit pour lui la première horloge publique qui est parue en France, et elle fut placée dans la tour dite de l'horloge au palais de justice. Le roi avait même un horloger en titre nommé Pierre de Sainte-Béate. Plusieurs des monuments de Paris, églises ou édifices d'usage public, furent entrepris ou achevés par ses soins. Il commença la construction de la Bastille, cette forteresse alors si nécessaire à la sécurité de Paris, où elle devait être, 4 siècles plus tard, l'objet du courroux et des premiers accès populaires. Sous quelques rapports qu'on le considère après Louis le Gros, Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe le Bel, Charles le Sage est le 5e des rois qui ont puissamment concouru à fonder la France en Europe et la royauté en France. Non pas le plus grand ni le plus vertueux, mais peut-être le plus honnêtement habile, et il fut en même temps un grand exemple de l'incertitude et de l'insuffisance de l'habileté humaine. Charles V, mourant, trouvait que les besognes de son royaume étaient en bon état. Il ne soupçonnait seulement pas, dans quel chaos de guerre, d'anarchie, de revers et de ruines, elles allaient tomber sous le règne de son fils, Charles VI.